Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci encore une fois d'être là, je le dis à chaque fois. Vous me surprenez, vous m'écrivez en me disant « Voici maintenant où je t'écoute ». Là, c'est recommencé. L'automne est arrivé, il y a du monde qui m'écoute en faisant des marches. Il y a l'épisode qui est sorti cette semaine. Là, vous êtes en retard, vous êtes en différé, mais l'épisode qui est sorti cette semaine, au moment où j'enregistre cet épisode-là, c'est l'épisode avec Liz Plank qui durait exactement 34 minutes. Excusez-moi pour ça. Et là, il y a plein de monde qui m'ont écrit « Enfin, on a réussi à faire une promenade de chien. » C'est ça la base quand j'avais créé ce podcast-là. Je me disais, quand je promène Pauline la Golden, j'aimerais ça écouter un podcast qui dure exactement la durée d'une promenade. Mais Liz Plank, c'était vraiment une exception, là, je veux dire. Le podcast dure toujours 1 heure et demie. Fait que faites des longues marches avec vos chiens. C'est ça que j'essaie de vous dire. Aujourd'hui, très heureux de recevoir mon invité. Justement, je vous parle de Liz Plank. J'ai reçu également Rose-Aimée Automne-Témorin. Ça, c'est toutes des filles qui m'en ont appris sur la cause du féminisme. Et là, je reçois une fille qui m'en a encore appris beaucoup à ce sujet-là. Et en plus de ça, c'est une autre de mes amies que j'avais à Alt, l'émission que j'ai fait à VRAC TV. Donc, mesdames, messieurs, très heureux de m'entretenir avec elle. La seule, l'unique, Judith Lucier. Judith Lucier, comment ça va? Salut! Hey, c'est tellement le triumvirat des féministes, là, Liz Plank, ouais. Rose-Aimée puis moi. En plus, je pense qu'on avait fait l'émission à Alt avec Liz Plank. Je pense que tu étais là, Rose-Aimée aussi, puis moi aussi. On était tous un peu fans. Puis les gars, vous étiez fans, mais pour d'autres raisons. J'avais cette impression-là. Mais c'est là que je l'ai connue, en fait. Moi, c'est vous qui m'avez appris c'était qui, puis depuis ce temps-là, je la suis sur Instagram, puis j'en apprends à chaque jour. Elle aussi, elle nous a envoyé son livre, puis d'ailleurs, j'ai oublié de dire dans l'intro, mais tu sors un livre en ce moment qui s'appelle « Annulé ». La pochette est magnifique avec les éditions Cardinal. Je vais le lire, là, je l'ai reçu fraîchement à la maison, donc je vais regarder ça. Mais comment tu vas, Judith? Ça va super bien. Je suis super contente parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent en même temps. Il y a mon livre qui sort. Je sors un balado. Ça s'appelle Les Sorcières. C'est un balado de discussion féministe. Sûrement que je recevrai Liz Plank à un moment donné à mon émission. Mais c'est fun. On dirait que en ce moment, tout sort en même temps. Puis je suis contente parce que on dirait que ça fait longtemps que je travaille tout seul de chez moi à faire mes affaires. Puis là, j'ai l'impression d'accoucher de 1000 affaires en même temps. C'est fun. Mais c'est parce que tu fais tellement d'affaires. Des fois, je le dis dans l'intro, aujourd'hui, je suis allé vite un peu, mais crime, on peut autant te lire que de voir à TV, que de voir sur le web, que on dirait que tu es multiplateforme, justement. Fait que tu dises que tu arrives et que tu accouches de tout en même temps, c'est quand même super. Là. Ouais, je pense que on n'a pas le choix un peu d'être sur différentes plateformes en ce moment. Puis j'ai du plaisir aussi à ça. Comme j'ai du plaisir à. Moi, je suis journaliste à la base, j'aurais jamais pensé que je ferais de la scène. Puis là, ces temps-ci, je fais de la scène aussi, puis je suis comme « Hey, why not? Pourquoi pas? J'ai le droit moi aussi. » Puis je comprends un peu le trip que vous vivez, les humoristes, puis je trouve ça cool. Est-ce que t'as-tu l'anxiété de l'avant-scène? Tu sais, mettons, il y a le 10 secondes quand c'est mon intro qui joue de show, je fais « OK, là, je peux plus reculer. Là. Quand le drum embarque, il faut que je monte sur scène. » là. Je suis la pire. Premièrement, ça me tente jamais d'aller au spectacle que j'anime ou dans lesquels je performe. Puis avant, là, hey, je suis super fatiguée, j'ai mal au ventre, j'ai des symptômes physiques, je suis super stressée, ça n'a aucun sens. Puis dès que c'est fini, je suis super contente. Puis là, je rentre chez nous, puis je suis comme « Ah, enfin, je vais pouvoir me coucher. » J'étais tellement fatiguée tantôt, puis là, je suis bien trop high. C'est quoi cette dose-là d'adrénaline que vous recevez à chaque soir? Là? C'est capoté. C'est vraiment une expérience que... C'est ça. L'après-show, c'est dur de se coucher, effectivement. J'ai l'impression que c'est comme quand je reviens d'une game de hockey, je devrais être brûlé. Non, je suis plein d'adrénaline. Puis là... C'est ça, super high. T'as le goût de manger, t'as faim, tout est fermé, il n'y a rien. En tout cas. Exact. Mais c'est le fun. Judith, en fait, je t'explique, là, Pivot avec Pinot, là, c'est 23 questions. Tu as 10 questions de Bernard Pivot, des questions que j'ai créées avec mon auteur Yann Bilodeau. Puis, tu réponds du mieux que tu peux. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Prends le temps de penser à voix haute. C'est ça que les gens aiment. Là. C'est ça qu'ils nous écrivent en même temps aussi. C'est la réflexion de l'artiste qu'on reçoit. Donc, est-ce que tu te souviens de notre première rencontre, notre lien de connaissance? Moi, je t'ai vu
En route vers mon premier gala avant de te connaître. Fait que, mon tu sais, Dieu. je te connaissais déjà, mais sûrement que la première fois qu'on s'est vu, c'est à Alt. C'est sûr et Ouais. certain. Tu sais, on participait les deux à cette émission-là à VRAC. Puis il y avait tellement, tu sais, Rosémie puis moi, on était un peu les journalistes de la gang avec une grosse gang de jeunes humoristes de la relève qui voulaient tout un peu faire leurs preuves en punchant plus fort les uns que les C'est notre autres. première télé. C'est notre première télé. Moi, en tout cas, Exact. c'est ma première expérience télé, ouais. À part En route vers mon premier gala. Ouais. Avec les entrevues d'Anaïs Favron. Oui. Mais ouais, moi aussi. Puis, tu sais, je pense qu'on voulait faire nos preuves, puis on était bien énervés. Puis, mais je vous ai tout aimé. Ça m'a réconcilié avec les hommes. Non, c'était vraiment le fun. Puis, t'étais un des matures de la gang parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant que tu aies un background médical avant de faire de l'humour. Moi, j'aurais espéré que tu nous fasses des petits traitements d'ostéopathie on the side, mais je comprends que tu reconnais tes limites puis que tu veux plus être là-dedans. C'est correct. Mais le pire, c'est que j'en ai parlé un petit peu avec Rose dans le podcast, mais dans le sens que, tu sais, moi, quand je suis arrivé là aussi, tu sais, j'ai toujours été un peu, le petit gars de Saint-Hyacinthe. Puis, tu sais, avant d'arriver à McGill puis de faire mes cours en ergothérapie, c'était pas très multiculturel, là, Saint-Hyacinthe. Là, on était très blanc. J'avais aucune connaissance de rien. Fait que quand je suis arrivé, déjà, ça m'a ouvert un peu les horizons de faire OK, il y a d'autres mondes sur la planète, il y a d'autres cultures. Puis là, quand je suis arrivé à Alt, j'ai vraiment eu l'horizon féminine qui s'est ouvert. Ah oui. Parce que quand vous êtes arrivé, toi et Rose-Aimée, hey, je commence mes premières chroniques, là, je parlais de l'Halloween, là, puis là, ça a fini que je parlais du festival, puis j'écoutais RuPaul's Drag Race. J'ai quand même évolué grâce à vous là-dedans. C'est vrai, toi puis Kevin Raphaël aussi, là, on vous a pris par la main, puis genre, on vous a emmené dans notre spectre. Puis, c'est le fun que tu dises ça, parce que des fois, tu sais, évoluer dans ces environnements-là, où, tu sais, moi aussi, là, c'était différent pour moi parce que c'est rare que je suis dans des environnements aussi masculins, tu sais. Ouais. Même s'il y avait quand même une belle parité à Alt. Puis, tu sais, des fois, j'étais comme, tu sais, c'est tough parce que des fois, j'étais dans des meetings puis vous me demandiez, genre, mais ça, c'est-tu homophobe? Puis j'étais comme, mais tu sais, dans quelle situation vous me mettez, là? Soit que je suis la conne qui vous dit, ben oui, c'est homophobe, puis c'est pas drôle, puis je vous gâche un peu votre fun, ou soit que je suis la conne qui vous dit, non, c'est pas homophobe, puis après ça, je trahis mes valeurs. Tu sais, fait que des fois, je trouvais ça challengeant, ou c'était difficile puis je voyais pas toujours comme l'impact qu'on pouvait avoir sur vous, mais c'est évident, là. J'avoue que ta chronique sur le festival, on en a fait du chemin, puis tu sais, avec Kevin Raphaël, j'ai fait des chroniques des fois sur mettons, le hockey féminin, puis lui, il est parti avec ça, il a fait un documentaire là, sur le hockey féminin, là, puis il est rendu le plus grand allié de la cause du hockey féminin. Fait que, tu sais, je pense qu'on a semé... Puis Rose-Aimée, puis moi, on n'est pas comme les féministes les plus... tu sais, on était quand même assez intenses, là, aussi, dans ces années-là. On militait beaucoup pour nos idéaux, là, fait que c'était... c'est sûr qu'on vous a contaminé. Mais c'était bien. En fait, je ne l'ai jamais senti, moi. Puis là, je trouve ça drôle parce que, mettons, moi, je trouvais que Kevin Raphaël partait de loin quand on lui a expliqué c'était quoi un stérilet. Là, fait que déjà là. Et le clitoris aussi, si je ne m'abuse. Oui, ça. Mais en même temps, il y a aussi, tu sais, pour avoir jasé avec Kevin aussi sur le podcast, tu sais, je sais qu'il y en a mis un peu aussi pour la télé, là, faire là, je joue un personnage. Mais tu vois, ce qu'il me disait, c'est je veux me sortir de ça. Je veux plus être comme, je veux pas faire tonnerre pour faire rire le monde. Il dit, je veux parler comme je parle, puis je veux montrer qui je suis. Puis, fait que je trouvais ça. Mais n'empêche qu'on a tous un peu évolué là-dedans. Moi, je me rappelle, la première fois que je rencontre Rose-Aimée, elle explique, moi, je mettrai plus de brassière. J'étais comme, OK, ben moi, c'est Guillaume, tu sais. Fait que c'était nouveau pour moi. Puis j'ai compris, tu sais, c'est avec le temps aussi, j'ai compris, puis veut pas. Ma blonde, qui aussi, tu sais, est ralliée à la cause, qui m'a appris bien des affaires. Enfin, non, c'est pertinent, là, en passant, ce qui a été dit sur ce plateau-là. Oui. Je suis comme, OK, ouais. Fait que j'ai appris plein d'affaires, ça m'a aidé à cheminer. Là. Puis, tu sais, des gars comme Kevin puis toi, tu sais, qui n'arrivaient pas avec un background, tu sais, justement, tu disais que tu arrivais de Saint-Hyacinthe, Kevin, il a son background, tu sais, vous êtes arrivés peut-être pas sensibilisés aux enjeux, mais vous aviez toute l'ouverture, puis c'était pas comme une question de résistance, tu sais, vous étiez super ouverts, puis pas,
sais, vous n'étiez pas menacés par nos idées. Puis je pense que c'est vraiment ça la plus grande différence, puis avec Phil Roy et les autres. Il y avait de l'ouverture de tous les gars, là. Mais, tu sais, des fois, c'est ça qui fait la différence. C'est pas d'où tu pars, c'est de quelle ouverture tu as pour aller vers d'autres enjeux que tu connais pas. Ben c'est ça, mais en même temps, on avait peut-être de l'ouverture, mais on sent. En fait, j'ai jamais senti, même quand vous expliquez quelque chose, soit à Kevin ou tu sais, j'ai jamais senti un jugement non plus. OK, on part peut-être de loin, mais on va te l'expliquer. Tu sais. C'est ça qui est tough des fois, quand quelqu'un est tellement dans une cause où il connaît tellement son matériel qu'après ça, arrive à quelqu'un qui ne connaît pas ça, puis il est comme, mais voyons, t'es-tu épais de partir? Oui, mais ça, c'est le pire défaut des militants, c'est de prendre pour acquis que les gens sont caves s'ils n'ont pas les mêmes connaissances qu'eux. Moi, je dis toujours, faut tenir compte de la courbe d'apprentissage des gens, puis je dis pas ça en disant, moi, j'ai des connaissances, puis vous en avez pas. C'est plus comme, ben, ça serait normal que si je t'explique quelque chose, de mon point de vue, mettons, de femme ou de lesbienne, ben, que tu sais que, OK, ça te prend un temps pour comme comprendre cette affaire-là, puis l'accueillir, puis tout ça, c'est normal. Exact. On part le podcast. Yes. Première question. Vas-y. De Bernard Pivot. Quel est ton mot préféré, Judith Lucier? Ça, là, cette question-là, là, c'est tough parce que tu la poses à quelqu'un dont le métier, c'est d'écrire, puis je suis sûre que tu as eu plein de tu sais, même les humoristes, c'est votre métier de choisir les bons mots. Fait que c'est comme si tu demandais à une mère de dire c'est qui son enfant préféré, tu sais. Moi, si je te dis un mot, genre prérogative, là, je vais dire, ben non, c'est niaiseux que j'ai choisi ce mot-là, parce que oui, il sonne bien, il est le fun, mais là, ça me prive d'avoir choisi un autre mot, puis là, moi, je serais plus tendance à prendre un mot qui a une signification politique. Fait que là, fait que, tu sais, moi, je suis bien tiraillée à choisir le mot que je préfère, mais peut-être que je mets trop de pression là-dessus aussi, tu sais, parce que c'est quand même bien rien qu'un podcast, là. Exact. Ça ne va pas déterminer le reste de mes jours, là, mais je trouve, c'est juste pour t'expliquer comment c'est complexe pour moi là, de choisir un bon mot, puis j'y ai quand même réfléchi, parce que c'est ça l'exercice, puis moi, un mot que j'aime vraiment beaucoup dire, puis tu vas voir que c'est politique, c'est le mot lesbienne. Parce que tout le monde haït ce mot-là. Même moi, à la base, je l'haïs, ce mot-là. Je trouve qu'il sonne... Il y a trop d'affaires qui glissent sur la langue. On dirait que c'est un mot qui dit ce qu'il fait, tu sais. Puis d'un point de vue sonore, je l'aime pas beaucoup, mais c'est un mot qui a tellement besoin d'amour parce que, tu sais, moi, j'ai déjà entendu l'histoire d'une lesbienne qui s'était suicidée parce que ce mot-là l'écœurait tellement. Puis tu sais, on appelle ça du dégoût langagier, là. C'est comme, il y a des mots qu'on n'aime pas. On pense que c'est à cause de leur sonorité, mais c'est au-delà de ça. On n'aime pas ce qui représente puis ce que ça éveille en nous, tu sais. Je pense que de la même façon, puis pour des raisons similaires, il y a plein de gens qui ont de la misère avec le mot masturbation. Puis c'est vrai qu'au niveau sonore aussi, le mot masturbation, c'est pas très glorieux, là. Les S puis les T puis les R, tu sais, c'est pas génial, tu sais. Fait que, mais moi, je pense que plus on le dit, le mot lesbienne, puis moi, je le dis souvent, puis même, il y a des gens qui me reprochent de le dire trop souvent, mais c'est voulu, tu sais, parce que plus on le dit, plus on va se familiariser avec ça, plus on va l'associer à des choses qui sont positives, puis c'est ça. Fait que c'est important pour moi de le dire, mais tu sais, d'emblée, c'est pas mon préféré, là. Puis même, je l'ai haï très longtemps, mais c'est celui à qui j'ai envie de le donner le plus d'amour. Ah, c'est bien. Mais là, d'abord, on va à l'opposé, vu que c'est drôle. C'est un mot amour-haine, mais l'autre question, c'est le mot que vous détestez. Y a-tu un mot que lui, tu fais comme je suis pas capable? Bien, en ce moment, là, tu sais, je trouve qu'on parle beaucoup du mot woke. Puis, tu sais, je trouve que, tu sais, à la base, woke, là, c'était un mot que les Afro-Américains utilisaient pour décrire quand ils s'éveillaient à leurs conditions puis aux enjeux de race dans leur société, tu sais. Puis, ça a été récupéré par la droite pour devenir une insulte. Puis maintenant, les woke, c'est des gens comme moi, mettons, qui militent pour les enjeux sociaux, qui sont éveillés aux enjeux sociaux, mais dans la bouche des gens de la droite, ça veut dire des gossants, là, des jeunes gossants. C'est devenu le nouveau bouc émissaire. C'est des jeunes qui nous gossent avec
leurs préoccupations sociales, qui veulent nous empêcher de dire certains mots, qui veulent nous empêcher d'être nous-mêmes, qui veulent... Mais pire que le... Fait que le mot woke, il me gosse de plus en plus, mais tu sais, je veux continuer à l'employer pour les choses positives, mais pire que woke encore, c'est wokisme. Moi, quand quelqu'un dit wokisme, je suis comme « Ah, man, je me sens mal comme quand mes parents ils utilisaient les mots « cool, yo, la gang, chill » quand j'étais jeune, puis j'étais comme « Ah, si vous comprenez rien, man, vous êtes tellement off, vous êtes gênants, là. » Ouais. Fait que quand j'entends des chroniqueurs ou des gens commenter sur les réseaux sociaux puis dire c'est la faute du wokisme, puis ah non, ça, je trouve ça gênant. Je trouve que c'est ça. Ça me gêne pour eux. Je comprends. Mais j'aime bien le parallèle de nos parents qui utilisent une expression qu'ils ne devraient pas utiliser. Tu sais, c'est cringe. La première fois qu'un parent dit lol, tu fais non. Tu riais avant ça, tu savais comment rire. Là. Continue. Ouais. Mais Pino, tu as mon âge, hein? Je pense que tu as 38. J'ai 38, ouais. Mais est-ce que tu commences à dire des mots que tu trouves qui sont trop jeunes pour toi? Moi, ça commence. Ben, moi, je dis pas les mots, mais je m'interroge sur des mots parce que je suis mes neveux sur Instagram. Ouais. Puis là, j'ai appris dernièrement chiche, qui est comme, ils mettent une seringue, chiche. Puis là, je fais, vous savez que vous vous piquez avec, c'est pas... Non, mais c'est cool, ça veut dire... Je savais pas que ça venait d'une seringue. Moi, j'ai juste entendu ça, chiche. J'étais comme... Tu vois, je l'ai pas bien, là. Non, moi non plus. Je l'ai vraiment fait comme une matante. Puis, ah oui, ça, c'est vraiment un bon exemple. Ouais, ben ma nièce aussi, elle me disait, l'autre fois, elle me dit « Ah, on se rejoint à telle place, on va faire ça. » Puis je fais « Parfait. » Puis elle me répond « Gucci. » Puis là, je fais « Gucci? » Puis là, je dis « Pourquoi tu me dis une marque? » Elle dit « Non, mais Gucci, c'est que tout est correct. » Je fais « Ah, OK, c'était pas très Gucci de ma part. Là, tu l'utilises pas bien. Là. Arrête ça. » J'ai vraiment fait... Là, je suis vraiment le mononcle. Là, tu sais. Ah oui, non, c'est terrible. Ah non, c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Mais le mot woke, par exemple, moi, je l'ai entendu pour la première fois, puis ça fait pas si longtemps. C'est dans la dernière année, puis c'était Suzy Bouchard, l'amie à ma copine qui fait de l'humour, puis qui écrit beaucoup, puis elle parlait, puis elle disait « Ah, lui, il est tellement woke. » Puis c'était vraiment positif, puis j'ai fait « Ah, j'aime donc bien ce terme-là. On dirait que si moi, tu me dis quelqu'un est woke, je fais « OK, cette personne-là, elle est intelligente, là, tu sais. » Ça dépend dans la bouche de qui ça sort, tu sais, comme justement, si c'est Suzy Bouchard qui le dit, je pense que c'est encore correct. Tu sais, moi, des fois, je dis que quelqu'un est woke, pour moi, c'est positif, là. Puis si je te disais, mettons, comme dans la discussion qu'on avait tantôt, je pourrais dire, mettons, ah ouais, Rosémie puis moi, on vous a vraiment rendu woke, toi puis Kevin Raphaël, mettons. Mais dès que ça sort de la bouche de mes parents ou de Mathieu Bock-Côté ou de Richard Martineau ou de chroniqueurs qui, en fait, qui veulent utiliser ce mot-là pour dire que c'est dégueulasse puis que c'est des militants fatigants qui veulent nous empêcher d'être des vrais Québécois, mettons. Mais c'est là que ça devient vraiment... Tu sais, ça prend vraiment un autre sens. Mais moi, je pense que ça peut continuer d'être positif. Là. Puis d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, tu sais, toutes les origines de ce mot-là. Puis si ça t'intéresse, là, tu pourrais... C'est dans les premières pages. Là, je vais regarder. Le livre annulé, d'ailleurs, avec une pochette. Est-ce que la pochette... Moi, je l'ai reçu en PDF. Est-ce que la pochette est rose? Et comme j'ai pas encore reçu la copie papier dans mes mains, mais c'est comme une espèce de saumon, je te dirais. OK. Attends, mon illustratrice, elle serait vraiment pas fière de moi. Corail. Ah. Écoute, plus Corail, je pense. Mon illustratrice qui est une amie d'enfance, là, Mathilde Corbeil, qui illustre à peu près tous mes projets. Oui. Puis c'est elle qui a fait la couverture, puis je la trouve tellement brillante, puis elle a fait toutes les illustrations à l'intérieur aussi, c'est vraiment beau, puis tu sais, je trouve ça vraiment cool de travailler avec mon amie du secondaire, que quand on était au secondaire, on était comme, c'est sûr que Mathilde, elle va faire ça dans la vie parce qu'elle était la meilleure en dessin de notre école, puis tu sais, on faisait des affiches ensemble, puis on pensait à des concepts, puis tu sais, dans les cours genre de morale ECC, là, tu sais, on faisait des, je sais pas, on avait toujours des projets à faire ensemble, puis moi, tu sais, comme je choisissais le slogan, puis les mots, puis elle faisait le dessin, puis c'est drôle qu'on fasse encore ça 20 ans plus tard, c'est capoté. Puis vraiment, mais nous, on a 2 toiles de Mathilde à la maison. Puis oui, puis c'est elle, pour ceux qui la connaîtraient pas, elle a aussi fait
le poster de Préfère Novembre de Louis-José Hood. C'est vrai. Elle a quand même fait des Elle a fait superbes plusieurs illustrations. choses. Ouais, Ouais. vraiment. Puis, Sûrement que les gens, ils ne savent pas c'est qui, mais qui ont vu son travail Ah ouais, partout. s'ils voient ses dessins, c'est unique ce qu'elle fait. C'est ça, elle fait plusieurs pochettes d'albums, plusieurs couvertures de livres, puis elle est de plus en plus copiée aussi, fait que son esthétique, on la voit vraiment partout, là, les espèces de visages avec pas d'yeux, puis un nez en couleur, puis c'est vraiment mal résumé, là, elle me détesterait, mais... les gens, allez la googler, vous allez dans Images, vous allez voir. Moi, c'est Anneli qui avait un énorme cadre d'elle, puis dans le bureau, au début, c'était ça. Puis là, on a commencé à faire des corpos virtuels. Puis c'était un monsieur à côté avec... Il tient une pinte de bière, mais tu sais, fait que tu vois, elle a mis le liquide jaune puis tout ça. Puis là, ils m'ont dit, tu sais, le monde qui m'a engagé dit « Ah, tu sais, ton cadre avec une bière. » Puis là, je fais « Ah, je comprends. » Fait que là, j'ai switché mon cadre, mais finalement, j'avais mis un cadre d'Andy Warhol qui était un revolver. Ils ont fait « Ouais, un gun, c'est pas mieux. » Fait que là, j'ai acheté une toile qui représente un spectacle. Là, je fais jamais je créerai. Ça va pas créer de remous. Non, exactement. Parfait. Mais c'est drôle. Attends, j'ai un lien. Vas-y, je t'écoute. Parce que je sais pourquoi Anne-Élisabeth, elle connaît Mathilde. Ben oui! Parce que c'est son ancienne belle-sœur. Exactement. Puis moi, j'ai déjà sorti avec Guillaume, le frère de Mathilde. Fait qu'on est... Anne-Élisabeth et moi, ben, je sais pas si on peut dire ça, on est sœurs de graines. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça fait de toi puis moi. Demi-sœur, peut-être, je sais pas. Mais oui, c'est vrai. Je me rappelle à Alt, tu m'avais dit ça. Et tu vois, c'était là aussi. Ah oui! Quand au début, tu as fait « Hey, j'ai eu le même chum que ta blonde. » Catherine. Ah, qu'Anne-Élisabeth, oui. Oui, qu'Anne-Élisabeth. Fait que même au début, moi, je ne savais pas que tu étais lesbienne non plus, parce que c'est une des premières affaires qu'on a échangées. Je fais « Ah! » Puis c'est soit toi bizarre. qui l'as dit ou tu sais, sur une chronique, là, j'ai fait « OK, ouais, attends un peu. » Là. Fait que tu sais, moi, au début, j'avais pas clutché là, sur le fait que tu étais lesbienne. Tu fais pas partie des gens à qui je dis ça en premier, parce que des fois, je pense pour acquis que les gens savent. Non, mais gars, c'est correct, faut continuer à utiliser le mot. On poursuit avec on peut le dire, on va le dire plein d'autres fois. Lesbienne, on va leur dire aujourd'hui. La question de base était votre drogue favorite que j'ai changée pour votre dépendance favorite. Pourquoi tu l'as changé? Ben parce que, en fait, il y a plein de monde qui me répondrait, je crois, je prends pas de drogue. La cocaïne. Puis là, ça fait des c'est ça. Puis là, tu es obligé de dire ma dépendance. J'ai une dépendance à la dépendance. Fait que là, finalement, j'ai changé pour votre dépendance favorite, mais c'est Pascal Hugo Caron-Quentin qui m'a dit c'est vraiment pas la même question, là. Parce que non. Au début de drogue favorite, il y en avait qui disaient café, chocolat. Puis j'ai dit si je pense que j'ai dépendance, on va aller vers Internet, ça téléphone. Puis, c'est sûr. Mais moi, je suis une dépendante. Là, fait que je les ai toutes, Internet, café. Moi, ça fait 4 ça va bientôt faire 4 ans que je bois pas parce que c'était une drogue probablement favorite. Fait que, c'est facile pour moi là, d'avoir des dépendances. Là, j'essaie de... Tu sais, avant, j'alimentais beaucoup l'idée que moi, si je fumais une cigarette dans un party, je retombais dépendante tout de suite. Puis là, je suis comme, attends un peu, là. C'est sûr que si tu dis ça, tu vas devenir dépendante. Fait que, tu sais, j'essaie d'être plus dans les demi-mesures, mettons. Ouais. Comme, tu sais, j'ai essayé d'arrêter le café récemment, puis j'étais comme, ça m'a rendue folle complètement, là. Tu sais, genre, dépressive, rochante, douleur physique. Puis là, tu sais, j'en parlais avec des professionnels de la santé, tu sais, puis là, il était comme, mais combien tu bois de café par jour? Puis j'étais comme, ben moi, je commence ma journée avec une grosse tasse là, qui équivaut à 4 cafés. Puis il était comme, OK, mais tu pourrais-tu boire genre juste un café, mettons, le matin? J'étais comme, j'ai jamais pensé à ça. C'est comme si moi, c'est 4 ou 0, tu sais, fait que là, j'essaie à un café. Mais c'est pas ma drogue favorite. Pour de vrai, là, le café, si je pouvais comme, enlever ça de ma vie ou d'autres dépendances comme l'Internet, est-ce que je me trouve gossante là, avec mon téléphone que je suis tout le temps en train de regarder. Si je pouvais enlever ça de ma vie, je serais super heureuse. Ouais. Mais ma dépendance favorite, je pense que c'est ma blonde. Parce que Ça, c'est bien. Non, mais ça, c'est bien. En fait, j'y pense.
c'est quoi votre... Parce qu'il y a plus grande dépendance ou dépendance favorite. Fait que dépendance favorite, c'est quelque chose de positif. Fait que c'est bien, là. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, je suis capable de reconnaître que je suis un petit peu dépendante affective. Quand t'es pas là, j'ai tendance à me désorganiser, mais c'est de moins en moins pire. Puis, tu sais, je sais que, tu sais, je suis consciente que ben, je devrais développer plus mon autonomie, mais en même temps, ben, ma relation avec ma blonde est saine. Fait que, tu sais, c'est pas une dépendance qui est grave ou qui est problématique. Elle est réconfortante, puis elle est à la même place que moi. Fait que, tu sais, Ouais. on se rejoint dans notre dépendance, puis c'est positif, puis c'est cool, puis c'est ça. C'est comme l'espèce de codépendance dans ce cas-là, là, comme dirait Louise Sigouin. Ouais. Moi, je l'ai eu comme psy pendant plusieurs années, Louise Sigouin, puis Ouais. tu sais, moi, je te dirais que sa théorie de dépendance, codépendance, je te sacrais ça au vidange. Parce que hey, pour de vrai, c'est plus compliqué que ça, les Ouais. humains, tu sais. Puis Ouais. moi, je pense que ça... Tu sais, quand tu résumes les gens à cette personne-là, c'est une dépendante, puis cette personne-là, c'est une codépendante, Ouais. tu sais, tu oversimplifies les relations, puis moi, en tout cas, tu sais, je me suis reconnue dans ces étiquettes-là. Tu sais, je suis restée avec elle quand même en thérapie pendant 3 ans. Ouais. Puis ça m'a beaucoup libérée de, en fait, me sortir de ces descriptions-là, parce que je pense pas, moi, que ça m'aide, en tout cas, à mieux gérer ma relation avec Marie-André, de dire, ben, elle est comme ça, puis moi, je suis comme ça. Tu sais, être un petit peu dépendante, puis un petit peu codépendante, puis je suis un petit peu dépendante, puis un petit peu codépendante. Mais c'est sûr qu'on est dans ça, elle et moi, dans le sens que on a un rapport similaire à la dépendance, elle et moi. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on s'alimente là-dedans, mais de là à dire qu'elle est une chose, puis moi une autre, puis qu'on serait... Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, là. Je sais pas, toi, tu l'écoutes-tu, l'émission avec Anne-Elisabeth? J'ai arrêté. En fait, on n'a pas écouté la saison 1, on a écouté la saison 2. Puis on a écouté les 4 premiers épisodes de la saison 3. Puis là, j'ai juste vraiment pas le temps. Mais t'as écouté la meilleure saison, je pense. La saison avec Brigitte. Oui, Brigitte, c'est Amélie et Sebi. Et Gabrielle. Voilà. Ah oui, mais c'était bon, okay. ça. Le couple queer, c'était cool. Ouais. J'aimais ça. T'as écouté la meilleure saison, le reste. Mais est-ce que tu trouves des choses là-dedans qui vous parlent? Ben, en fait, des fois, on fait juste faire hey! On a vraiment aimé suivre le couple Sebi et Gab parce qu'on trouvait justement qu'ils devaient toujours se parler puis toujours valider les trucs. Puis je disais, mais c'est quand même bon de faire, tu sais, on dirait que c'est comme s'ils demandaient le consentement. Là, je peux-tu mettre ma main? Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est le fun, ça serait le fun pour eux dans l'intimité que ça devienne à on se connaît puis on sait quoi faire. De toute façon, je pense pas qu'ils soient ensemble aujourd'hui, là, mais je trouvais ça bon de faire, tu sais, qu'ils se parlent, en fait, qu'ils communiquent tout de suite ce qu'ils ressentent. Puis ça, je trouve c'est ça que... Ben, c'est pas toi qui avais fait une chronique au Fantastique sur, genre, c'est pas toi puis Anne-Elisabeth, le soir, vous vous dites, vous êtes à quel chiffre sur une échelle de 1 à 10? Moi, ça me parle, tu sais. Moi, je suis comme... Ben, on l'applique pas tant que ça, Marie-André puis moi, mais peut-être qu'on devrait, parce que des fois... Tu sais, mettons, genre, je suis comme blablabla, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Blablabla. Puis à un moment donné, ça fait comme une demi-heure que je parle, puis je réalise que ma blonde, oh shit, ça va-tu? T'es-tu correct? Tu sais, comme. Puis je trouve que cette affaire-là de demander, pour l'expliquer rapidement, là, pour ceux qui t'ont pas écouté au Fantastique, c'est genre quoi? Quand vous vous rencontrez le soir, vous dites, toi, t'es à 10. OK, ben moi, je suis plus à 3, fait que j'ai besoin de ton énergie parce que, genre, je suis vraiment décalissée. C'est exact. Tu peux le mettre sur 10 sur 100, mais tu fais juste faire. Si tu dépasses pas 80% à 2, là, il faut prendre un break, mais à soir, on chicane pas ou on part pas sur des gros projets. Mais si, mettons, on arrive, je sais pas, moi, je fais une journée, je suis brûlé de tête, je reviens, puis je suis à 40%. Là, j'ai pas. Là, Anneli, elle peut faire. Ben, moi, je suis à 70, fait qu'on est correct, on a quand même notre 100%. Je vais faire le dessus. Ouais, des fois, on peut être à 50-50. Des fois, on peut être. Tu sais, quand les deux, on est à 80, là, on fait OK, là, on sort, party, resto. Tu sais. Fait que c'est un peu ça. Mais tu sais, on l'a fait un bout parce qu'on avait vu ça avec. Je ne vais pas me tromper, là. C'est soit. Il y a Brené Brown, puis il y a une autre. Il
Il y a Esther Perel. C'est une Ouais, des deux ouais. qui avait donné C'est ce deux truc-là, bonnes. je pense. Deux Ouais. bonnes Fait références. que, deux bonnes Vous avez des madames. bonnes références en quoi? Dans Psychopop. Ouais, exact. Fait qu'on on avait regardé, puis on l'avait fait un bout, puis je pense que maintenant, sans se dire de chiffres, on peut savoir comment tu vas. Ouais, t'as-tu Ouais. envie de. Fait que ça l'a bien gros aidé. Fait que oui, j'ai fait ça. Puis tantôt, tu disais de quoi? Parce que demain, je suis au Fantastique, puis c'est le sujet que j'ai décidé de prendre. Puis quand tu as parlé, tu as dit, je l'ai vu pendant 3 ans. Mon sujet de demain, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on doit arrêter de voir notre psy? Hey man, c'est. Ah, parce que je pourrais t'en parler pendant 4 heures. Parce que moi, ça a été vraiment un gros enjeu. Puis quand, là, je vois une autre psy, puis quand j'ai commencé ma thérapie avec elle, j'ai dit, là, je veux qu'on s'entende qu'il y a un début puis une fin. Ouais. Parce que c'est ça, une thérapie, là, techniquement, tu devrais pas voir ta psy. Tu devrais pas voir ta psy pendant 10 ans. Ça, Ouais. il y a des gens qui voient ça comme une espèce d'hygiène de vie, mais généralement, une psy, là, tu devrais voir ça pour régler un problème circonscrit dans le temps. Puis après ça, ben, tu pars de tes propres ailes parce que tu as réussi à développer ton autonomie puis tu n'as plus besoin de ta psy. Ouais, Puis excusez. moi, je l'ai vu pendant 3 ans, Louise Sigouin, puis premièrement, c'était trop long, puis c'était pas, mais écoute, je peux m'arrêter là. Parfait, parce que mais on se parlera hors d'onde. Oui, je comprends. C'est pas réglé. Je comprends. Mais c'était trop long, c'était pas correct, puis c'est comme, Ouais. j'aurais dû allumer avant, mais en même temps, moi, quand je suis arrivée dans son bureau, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, à Halle, j'étais un petit peu en dépression. C'était à ce moment-là, fait que j'étais super vulnérable, puis ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a, tu sais, fait que je me suis beaucoup appuyée sur elle, mais je pense qu'à un moment donné, une thérapie, il faut que tu vois la fin, il faut que tu sois capable de dire. Puis la psy que j'ai en ce moment, vraiment, c'est comme on avait un plan de match. OK, voilà, on va trouver c'est quoi qui te rend comme ça, puis on va essayer de travailler là-dessus, puis après ça, tu vas partir avec ça, puis tu vas voler de tes propres ailes. Puis ça, pour moi, c'est super positif. J'aime ça. J'ai vraiment hâte d'en parler demain, puis j'ai hâte de voir ce que les Fantastiques auront à dire à ce sujet-là. C'est un bon sujet. Ouais, j'ai pensé à ça. C'est drôle parce que moi, je vois ma psy aujourd'hui, après toi, en fait. Yes! Puis je me disais, hey, je pense, j'ai plus besoin de la voir. Ah, mais tant mieux, Puis, c'est cool, ça. Je me disais juste, mais c'est parce qu'à un moment donné, dans ma tête, je me dis quasiment, je m'en vais comme y donner des sous pour juste faire, ah, mais je pense que ça va. Ben, c'est sûr. Mais c'est correct. C'est cool aussi d'avoir un dernier rendez-vous avec ta psy dans lequel tu fais comme un bilan de ce que vous avez fait ensemble, comment ça se consolide, je pense que c'est très mature aussi, là. Puis, mais je trouve ça cool que tu dises que tu vas voir une psy parce que moi, ma mère est psy. Fait que jamais j'avais comme compris que pour moi, ça a toujours été super démystifié, parler d'aller voir une psy, c'est cool, là. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que pour plusieurs personnes, c'est vraiment grave. Puis c'est comme, OK, tu as un gros problème si tu vas voir une psy. Alors que pour moi, ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été super démystifié chez nous. Puis ma mère, elle allait voir un psy, puis tout ça. Mais, puis les gars, en plus, qui en parlent, parce qu'on sait que c'est encore plus difficile pour les gars d'aller consulter pour toutes sortes de raisons. Fait que je trouve ça vraiment cool que tu en parles puis que tu parles de ce sujet-là au Fantastique. Ben, nice. Le pire, c'est que moi, j'ai commencé à consulter vraiment quand aussi j'ai commencé à faire de l'humour, là, parce que veux pas, tu le disais tantôt, tu reviens chez vous d'un soir de spectacle, c'est quand même fucked up de passer de je suis devant un 300, 400, 1000 personnes, là, ils t'applaudissent, ils te donnent une drive, tu rentres chez vous tout seul dans ton 3,5 avec tes 2 chats et un bol de céréales, je te dirais que si tu repognes des acides de high pillow, il faudrait que je gage ça, là, tu sais. Mais n'importe quoi, en fait, à partir du moment où tu rentres dans l'œil du public, puis moi, je l'ai beaucoup observé d'ailleurs à Halte, parce que justement, tu sais, ce que je te disais tantôt, c'était, on était des jeunes, on était à peu près toutes à notre première expérience, puis on était, en fait, tout le monde, à tout le moins, au début d'une expérience de vivre dans le regard public. Ouais. Puis je voyais des gens dans l'équipe gérer ça plus ou moins bien. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a des gens pour qui tu voyais que c'était comme un bouleversement. Il y a des gens qui prenaient en charge, visiblement. Puis c'est normal, c'est un bouleversement, c'est sûr et certain, tu sais. Fait que je pense que c'est cool, c'est normal que ça prenne de l'accompagnement, puis c'est cool que tu aies fait ça, tu sais. Puis
Puis aussi, à partir du moment où tu commences à faire de l'humour, puis je l'ai vu avec des entrevues que j'ai faites pour Juste pour rire, qui s'appellent les grandes entrevues de la petite relève. Ce qui est le fun avec les humoristes de la relève, c'est qu'ils sont en train de se définir, de définir leur personnage de scène. Fait que forcément, il faut qu'ils se questionnent sur qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils veulent montrer d'eux au public. Puis, mais je trouve ça super cool que je suis sûre que tu as pu aborder ça avec ta psy en thérapie, parce que c'est super important qu'est-ce que tu vas montrer de toi. Surtout au début, là, tu sais, c'est la question de mais OK, mais Guillaume Pinault, c'est quoi sur scène? Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Louis-José, il parle vite. François Bellefeuille, tu sais, c'est le gars un peu fâché. Qu'est-ce que tu as apporté, toi, ouais? Puis là, j'étais comme, ben là, je suis sympathique, tu sais. Puis avec le temps, je suis pas arrivé à faire Guillaume Pinault, c'est ça, mais je sais que moi, sur scène, je vais toujours faire des anecdotes, puis je suis à mon meilleur quand je sais que je perds le contrôle dans mon histoire. C'est quand puis avec Mick Gouin, qui est mon metteur en scène, on appelle ça sur le bout des pieds. J'ai l'impression que c'est quand je perds l'équilibre puis que je marcherais sur le bout des... Il dit, faut que tu me joues ce numéro-là sur le bout des pieds. Puis là, je fais, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste... Mais au début, c'est vraiment stressant parce que tout le monde fait, mais c'est quoi ton propos? Puis qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, moi, au début, je fais, mais je veux juste faire des jokes, je veux juste faire rire le monde. Puis après ça, là, dans mon show, là, il y a un numéro que j'enlève pas, puis c'est pas le plus drôle du tout, mais il y a un message dedans, puis je fais, je vais le garder parce que je sais que je suis le seul qui parle de ça, puis il faut le faire. Puis ma blonde est vraiment, vraiment contente. Ma blonde, elle me dit que je suis très woke avec ce numéro-là. Yes! Hey, j'ai hâte de voir ça! Mais sinon, bref, je suis bien content. J'ai vraiment hâte qu'il sorte ce show-là. Mais bref, on n'était pas là pour parler de mon show. Non, mais vous êtes cute. Je vous trouve tellement cute, toi et Anne-Élisabeth, là, comment vous vous encouragez, puis comment... Vous avez vraiment l'air d'un couple positif. Des fois, Marie et on se dit, ils sont un peu comme nous, eux, ils se challengent par en haut, ils se tirent vers le haut. Je trouve ça vraiment cool de t'entendre parler d'elle comme ça, puis... je sais que là, elle fait de l'humour, puis tu aurais pu être challengée, là. Tu pourrais être challengée qu'elle fasse plus d'argent que toi. Tu pourrais être challengée. Ben oui, mais c'est le fun que tu le fasses pas, puis je trouve ça me semble sincère, puis je trouve ça cool. Je trouve que c'est un beau modèle. Je trouve que, je vous adore. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, mettons, Anneli, il y a plein de monde qui font ça, là. Ils font, mais ça doit être... Puis... Mais en fait, par où elle passe, je l'ai vécu, fait qu'elle comprend, puis ben pas, elle comprend, je comprends. Puis elle est comme, mais là, c'est tough telle affaire ou tel rodage ou telle ville. Puis je suis comme, ouais, mais attends, c'est normal. Puis même que tu y retournes, ils vont déjà plus triper. Puis à l'inverse, l'autre fois, je tournais une pub, tu sais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais là le Réal m'a parlé, il m'a dit, non, il taille pas, là, tu sais, c'est normal qu'il te reprenne, puis que je fais, okay. Puis les deux, tu sais, fait c'est sûr, je ne serai jamais un lead dans une émission prime time à Radio-Can, mais elle peut m'aider quand même à mieux. Non, c'est ça. Non, c'est super. Moi, je trouve que ça, c'est un vrai partenariat amoureux. C'est vraiment comme. C'est ça. Vous élevez vers le haut, puis ça devrait toujours être ça. Ah, ben, t'es bien fine. Je vais y passer le message. Elle va être contente de savoir que vous pensez ça de votre côté. On poursuit avec la prochaine question qui est quel est le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Moi, je travaille de la maison, puis comme un bruit qui me réconforte vraiment beaucoup, c'est la présence de mon chien, là, qui se manifeste dans toutes sortes de petits sons comme ses bâillements, ses petits ronflements, ses petits... tu sais, comme je sens juste que sa présence est là à côté de moi, puis tu sais, si tu m'avais demandé c'est quoi mon odeur préférée, je t'aurais répondu ses pattes aussi. Tu sais, moi, la présence d'un chien dans une maison, là, c'est comme... C'est l'affaire la plus réconfortante au monde. Ses bruits, ses odeurs, tout ça, là, c'est comme... Tu trouves pas que les pattes, ils sentent le Doritos? 100%. 100%. Il y a des gens qui disent popcorn, Doritos. En tout cas, on s'entend que c'est une substance à base de maïs avec un petit soupçon de fromage. Ouais. Ça ressemble à des Doritos dans ce cas-là. Oui, puis je veux dire, des Cheetos aussi. En tout cas, peut-être. Mais moi, je sais pas, cette odeur-là, ça me...
J'invite tous les gens à sentir les pattes de leur chien et nous confirmer en commentaire que c'est des Doritos. Mais parfait. Puis est-ce qu'il y a des sons que tu n'aimes pas entendre ou des sons qui te ben, à l'inverse, quand ma chienne, elle jappe, là, je suis tellement... Puis tu sais, elle jappe pas beaucoup, mais elle jappe dans 2 sortes de situations, quand il y a quelqu'un à la porte, puis quand on croise un autre chien. Puis ça, là, ça me met dans tous mes états parce que je suis pas capable de la réconforter. Je sais qu'elle jappe parce qu'elle a peur. Ils me l'ont dit, là, les comportementalistes canins. Là. Puis c'est une chienne qui a un background vraiment compliqué. Là. Elle vient du Kosovo, puis on ne sait pas dans quel contexte elle a été trouvée. Elle a probablement été battue. Nous, on l'a adoptée dans un refuge à Montréal qui l'a fait venir d'une organisation au Kosovo, tu sais. Puis on le sait qu'elle a plein de traumatismes, puis on le sait que, tu sais, elle a eu peur de... Il y a plein d'affaires qu'on a réussi à réparer. Mettons, avant, elle avait peur des hommes, puis on a vraiment changé ça. Tu sais, avec mon beau-père et mes beaux-frères, on leur a donné des côtes levées. Des ribs, parfait. Des os de côtes levées, puis des affaires de... Tu sais, de la viande, là, puis du jambon, puis ils l'ont amadoué... avec ça. Puis là, fait que là, elle associe les hommes à quelque chose de plus positif. Mais, tu sais, fait que là, mais il reste encore... Puis, tu sais, ça fait 4 ans qu'on l'a, la chienne, puis elle s'est vraiment améliorée, là. Il y a vraiment des comportements étranges qu'elle avait avant, qu'elle fait plus, puis elle est vraiment plus chaleureuse, puis sociale, puis elle aime vraiment les humains. Alors qu'elle était super méfiante avant. Mais il reste encore, c'est ça. Quand quelqu'un arrive à la porte ou quand on croise un chien dans la rue, je me sentais tout le temps mal là, parce que les gens sont comme « Ah non, mon chien il est vraiment pas méchant. » Puis je suis comme « Non, mais la mienne est conne, puis elle va jamais faire le tien, puis ça va être gossant, j'aime autant mieux de traverser la rue. » tu sais, puis c'est ça. Les gens sont comme, ils sont sur la défensive parce qu'ils pensent que je juge leur chien, mais c'est comme « Non, vous comprenez pas, c'est la mienne, elle sera pas bonne. » tu sais, puis j'haïs ça dire ça parce que c'est comme si je la condamnais, tu sais, mais en même temps... Mais je comprends, nous, avec Pauline la Golden, nous, elle jappe toujours quand quelqu'un apporte aussi, soit dit en passant, mais elle jappe pas après les autres chiens, sauf que dès qu'il y a un autre chien, tu sais, tout le monde la trouve vraiment, elle a vraiment une belle face, là, tu sais. Fait que tout le monde veut comme la flatter. Je suis toujours un peu, pour vrai... Tu sais, l'autre fois, le gars il dit « Non, mais j'aime vraiment les chiens. » Ouais, mais elle saute. Elle saute vraiment beaucoup. On essaie de l'éduquer, c'est ça. Puis là, il fait comme « Non. » Puis là, elle arrive, puis là, elle se penche. Tac, Pauline, elle a sauté. Mais tu sais, avec son museau, elle a cogné dans la face. Tu sais, c'est ça. Fait que quand c'est une vieille madame, « Non, mais j'ai déjà eu un Golden. » Je sais, ouais, mais lui, il a 1 an et demi. Puis cette manie des gens de penser qu'ils connaissent mieux notre chien que nous, là, moi, ça me fait capoter, là, tu sais, genre, des fois, il y a des gens qui se permettent des affaires, là, tu sais, je sais pas, je prends une marche en forêt, puis dans un parc dans les Laurentides, puis il y a un gars qui nous dit « Votre chienne est oppressée parce que vous la tenez trop serrée en laisse. » J'étais comme hey, « Yo, man, de quoi tu parles? T'es-tu comme un comportementaliste canin? Sinon, comme... Puis même si t'en étais un, mêle-toi tes affaires. Je veux dire, t'as-tu le background de mon chien? T'as-tu le background de mon chien? Sais-tu que tout le reste, on la laisse super loose? C'est juste que là, vous êtes un groupe avec un chien. Puis c'est rien. Puis j'en reviens pas comment les gens, ils se permettent de dire des choses là, sur nos animaux qu'ils connaissent pas, là, ça me fait capoter. Ouais. Puis même, tu sais, parc à chien aussi. Moi, parc à chien, je commence à être un peu, là, tu sais, déjà, je tripais mollo à y aller, tu sais, pas... C'est vraiment pas un problème de « je suis reconnu là-bas », là, tu sais. Mais des fois, ça arrive que quelqu'un qui veut un peu trop me parler parce que, tu sais, c'est chuki. Mais au parc à chien, c'est que je trouve... On dirait que c'est du monde qui vont puis lâchent. Moi, déjà, quand c'était sur ton téléphone tout le long que tu es au parc à chien, c'est inacceptable. Non, tu ne vérifies pas ton chien. Fait que non, je ne suis pas un fan, mais regarde. Moi, j'aimais ça. Mon chien que j'avais avant, Sam, il était super dans les parcs à chiens. C'était super cool, mais Sam, c'est pas possible. Ça, c'est un petit deuil qu'on a fait au début de la relation. Oui, parce que... Mais c'est correct, parce que les parcs à chiens, comme tu dis, c'est des environnements spéciaux. Des fois, c'est cool, mais des fois, c'est des égos, puis des fois, c'est... tu sais, c'est chacun, c'est comme, j'imagine, avec les enfants, là, c'est comme chaque parent a ses valeurs, puis son éducation, puis tu sais, ça il y a plein de techniques d'éducation canine aussi, tu sais, il y a celle-là par récompense, il y a celle-là très rigide, il y a celle-là, tu sais, quasiment militaire, fait que tu fais...
dépendamment de comment toi t'élèves ton chien, ça se peut que tu ne tripes pas sur comment C'est l'autre ça, joue puis avec le c'est tien. touché. Puis... Ouais. Ah ouais, Fait que, absolument. je poursuis avec la prochaine question. Vas-y. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? C'est arrivé il n'y a pas longtemps. En fait, ma grand-mère est décédée juste avant la COVID. Quand je l'ai su, ben, je veux dire, quand elle est décédée, je ne savais pas qu'il y aurait la COVID. Là, c'était en février 2020. Mais quand la COVID est arrivée, j'étais comme, oh my God, une chance on dirait qu'elle est partie parce qu'elle voyait bien que ça s'en allait chirer. Là, mais ma grand-mère, ça a été tough parce que moi, j'ai été élevée par ma mère puis ma grand-mère. Fait que, elle était très, 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 très proche de moi. J'étais proche d'elle. Puis ça faisait 10 ans qu'elle avait l'Alzheimer. Fait que quand tu as un parent qui a l'Alzheimer, tu fais plusieurs petits deuils au fur et à mesure. Tu sais, comme deuil d'avoir sa présence d'esprit. À un moment donné, elle ne se rappelle plus ton nom. À un moment donné, j'y présente ma blonde. Puis c'est ma blonde. Et comme, je dis, c'est mon amie. Elle dit, j'aime mieux ça. Mais tu sais, ma grand-mère n'a jamais été homophobe. Elle a toujours accepté les lesbiennes, pour répéter le mot. Elle a toujours été vraiment accueillante. Fait que, pour moi, ça a été un super gros deuil de voir. Mais c'est la maladie qui fait ça. Ça les ramène dans leur valeur des années 20, là, des années dans lesquelles ils ont grandi. Fait que, pour elle, que j'aie une blonde, ça n'avait pas rapport. Là. C'était juste comme, ça se peut pas, Elle avait oublié toutes les avancées sociales des années 60 à nos jours, Fait que c'était super tough. Mais, fait que moi, quand je savais que ma grand-mère allait décéder un jour ou l'autre, puis je me disais, ben mon deuil va avoir été fait. Mais non, en fait, parce que quand ma mère m'a annoncé que ma grand-mère était morte, je suis partie à pleurer. Ça m'a vraiment prise par surprise parce que c'est comme si tout d'un coup, je me permettais de m'ennuyer de ma grand-mère que j'avais eue il y a 10 ans, qui n'était pas malade, qui se rappelait de moi, qui était réconfortante, C'est comme si là, tout d'un coup, je réalisais que cette présence-là, dans le fond, ça fait 10 ans qu'elle n'est plus dans ma vie, puis je m'ennuie. Fait que c'était comme... c'est un bizarre de deuil. Je ne sais pas si les gens qui ont des proches qui sont atteints de cette maladie-là vont se reconnaître, mais pour moi, ça a vraiment été étrange. Puis soulageant en même temps. Parce que c'est ça que je voulais te demander, sans être méchant, faire comme. Mais c'est-tu un certain soulagement aussi? Si tu dis ça fait 10 ans qu'elle vit en étant plus complètement en CHSLD, là, dans des conditions. Moi, j'allais la visiter quand même assez souvent, ma grand-mère. Puis les conditions de vie en CHSLD, c'est dégueulasse. Là. À chaque fois que tu vas là, tu veux mourir. Là. Tu ne peux pas croire que tu laisses ta personne que tu aimes dans. Puis c'est pas contre les préposés aux bénéficiaires, là, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les conditions qu'ils ont. Mais c'est juste que c'est dégueulasse comme milieu de vie. C'est pas. On les laisse en état de survie, là, c'est vraiment pas positif. Il n'y a rien là, d'agréable à ça pour eux. Fait que c'est super rochant à chaque fois. Fait que c'est un soulagement. Puis, moi, j'allais la voir assez souvent, mais avec tout le temps, même si j'allais la voir une fois par semaine, les fois que je n'étais pas en train de la voir, je me sentais quand même coupable, Fait que c'est ça. C'était mieux qu'elle meure. J'aurais aimé mieux qu'elle meure il y a 10 ans, Ça aurait été tellement plus simple pour tout le monde, puis pour elle, puis plus, en tout cas, plus positif. Ça a été vraiment... C'est vraiment pénible, cette maladie-là. C'est vraiment... c'est ça. Ben, désolé pour... mais c'est correct, là. Merci de ton partage. Bientôt faire 2 ans, puis je suis correcte, mais ça m'a pris par surprise. C'est vrai. En plus, c'est fou. Tu as dit avant la pandémie, dans ma tête, on dirait que dans ma tête, avant la pandémie, je calcule encore. Ah oui, c'est vrai, mars dernier. Mais c'est pas mars dernier. Non, c'est il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans. Ça va tellement vite. Oui. Prochaine question est quel est ton blasphème préféré? Et ce n'est pas obligé d'être un mot d'église si tu as un autre mot de ton cul. Ben, moi, là, je peux pas dire que c'est mon préféré, mais c'est celui que je dis, c'est tabarouette, parce que j'ai tendance à sacrer beaucoup. Puis là, je réalise que quand je suis à la télé ou à la radio ou devant des enfants, j'ai quand même ce réflexe-là de dire ces gros mots-là. Puis là, j'ai remplacé ça par tabarouette. Mais c'est pas... c'est pas mieux, là! Fait que c'est ça, tu sais.
Tabarouette, c'est un petit hybride, là, tu sais, C'est disons ça, qui... tabarouette, Ouais. puis c'est pas, ça veut rien dire. Puis pourquoi, tu sais, pourquoi à la base on dit ces mots-là, tabarnak, esti, calisse? Tu sais, on n'est même pas allé, nous, tant que ça, notre génération, à l'église, tu sais, c'est Non. comme, c'est vraiment hérité de, tu sais, à la limite, les enfants, parce que j'ai dit devant des enfants, c'est parce que mes sœurs puis les frères de ma blonde, ils ont beaucoup d'enfants, là. Tu sais, Ouais. je pense qu'on est ma tante quasiment 15 fois, là. Tabarouette. Puis, ouais, très, très ma tante. Fait que, tu sais, c'est beaucoup. Mais ces enfants-là, il y en a qui commencent à dire ces mots-là. Puis je suis comme, mais vous savez même pas c'est quoi? Vous savez même pas Ouais. ça réfère à quoi? Mais ça sonne en tabarnak quand même, dire tabarnak, tu sais. Ouais. En tout cas, c'est ça. C'est... Tabarouette, t'es fine. Parce que moi, Mais tu sais, c'est vrai, je dis tabarnane dans le show une fois. Puis je pense même que c'est un. Parce que tabarnane, j'ai vraiment l'impression que c'est un mot à Louis-José Hood. Ah Lui, il ouais. a son tabarnane. Tu sais, il le dit Ah à sa ouais, c'est façon, vrai, tu à le dis, là, je lui. l'entends. Ouais. Je sais, puis lui, il sacre vraiment pas beaucoup. En tout cas, du moins, son premier et deuxième show, il sacrait vraiment pas du tout. Là, je pense qu'il en laisse aller peut-être un ou deux dans le spectacle, mais il est vraiment toujours une très belle maîtrise de la langue française. Ouais. Bref, je poursuis. Non, Donc, c'est ça, on c'est des garde béquilles. tabarouette. Ouais, tabarouette. Prochaine question, Judith. Un jour, je vais l'enlever, mais je la laisse là pour respecter M. Pivot là, ou M. Proust. Mais c'est si on avait à imprimer un nouveau billet de banque, quel homme ou quelle femme tu déciderais de mettre sur ce billet-là? Pourquoi tu l'enlèverais, la question? Ben, parce que premièrement, parce qu'en ce moment, tous nos billets sont représentés par du monde. J'ai reçu, c'est parce que quelqu'un m'a envoyé une charte, puis c'est tout du monde raciste ou qui ont fait des affaires horribles quand tu regardes le background. Puis j'ai l'impression qu'il n'y en aura plus d'argent à papier à un moment donné, mais Ah, t'as raison. je garde la question. J'avoue qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'argent en papier pour imprimer des faces de gens qui passent date au niveau des valeurs. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y aurait moi, j'irais avec quelque chose de politique là, qui ferait un contrebalancier, là, justement pour contrebalancer ces hommes-là qui ont été propriétaires d'esclaves et tout ça. Ou qui ont, j'imagine, tu fais référence à McDonald's qui a voulu exterminer des peuples autochtones. Exactement. Mais j'irais, genre, justement, avec une icône autochtone vraiment hot, là, genre, mais ils sont pas mortes encore, puis je veux pas les jinxer, là. Je veux pas qu'en disant leur nom, ils vont mourir bientôt, là. C'est Joséphine Bacon, qui est une poète Innu, je pense. Ou Alanis Obonzawin, qui est une documentariste vraiment hot, qui faisait des documentaires sur les enjeux autochtones. C'était une autochtone, tu sais, qui faisait des documentaires sur les enjeux autochtones bien avant qu'on commence à se réveiller sur ces affaires-là. Là, c'est sûr, elle était sensibilisée à ça. Elle se faisait appeler sauvagesse quand elle était à l'école. Puis elle a fait des documentaires, mettons, sur la crise d'Oka ou sur la crise à Restigouche, qui était une espèce de conflit autour de la pêche au saumon. Tu sais, le gouvernement de René Lévesque voulait empêcher les Autochtones de Restigouche de pêcher au saumon de façon traditionnelle, comme ils l'avaient fait toute leur vie, à cause qu'ils disaient, ben là, il n'y aura plus de population du saumon, nanana, il faut les protéger. Fait qu'il avait l'air, tu sais, le gouvernement, il avait l'air super de vouloir protéger les saumons, mais dans le fond, juste à côté, tu avais des bateaux de pêche commerciale qui pêchaient des saumons comme 10 000 fois plus que les Autochtones, puis eux, c'était correct, tu sais. Fait que elle nous a ouvert les yeux sur ces enjeux-là. Je pense qu'elle a fait quelque chose comme 100 documentaires sur des enjeux autochtones comme ça. C'est super intéressant, son travail. Vous pouvez aller voir ça sur le site de l'ONF. C'est vraiment cool. Puis elle mérite plus que des billets de banque. Là. Elle mérite une statue puis plein d'affaires là, à son nom. Elle est vraiment cool. Ah ben très hot, mais merci pour la référence. On va pouvoir regarder ça. C'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui disent tout le temps « Je mettrais quelqu'un des Premières Nations », mais jamais, à date, je pense, on est tous comme... Moi, je suis tout le temps oui. Jamais quelqu'un a réussi à nommer. Fait que tu as nommé quand même 2 personnes. Oui, puis Joséphine Bacon, super poète, super... si vous avez la chance de voir le documentaire Je m'appelle humain, là, elle est vraiment une femme attachante puis qui est fascinante aussi. On va essayer de regarder ça. On va lire ton livre. On va regarder ça. Oui. Vous avez beaucoup de stock, beaucoup de choses à faire après ce podcast-là. Est-ce qu'il y a un métier que tu sais que tu aurais détesté faire?
Ben, hey, tu sais quoi, moi, avoir un travail, je déteste ça. Pour de vrai, j'en suis venue à cette conclusion-là, moi, cette année, là, comme avoir un emploi là, avec des patrons, puis à la base, j'haïs ça. Fait que pas mal Ouais. n'importe quel métier qui impliquerait que j'ai des patrons, genre, tu sais, mettons, t'es enseignante, t'as des patrons, t'es fonctionnaire, t'as des patrons, j'haïs ça, avoir des patrons, tu sais, j'ai toffé. Même quand j'aime les patrons, j'haïs ça. J'ai Ouais. toffé une saison à la radio. J'adorais mon équipe, j'adorais mes patrons. Mais d'avoir à rentrer tous les jours parce que je suis obligée, parce que c'est ça mon travail, rapidement, je me sens en prison. Ouais. Puis là, j'aimais ça, là, mais j'ai quand même quitté parce que je peux pas vivre ça. Je ne sais pas comment dire, mais tu sais, il y a des gens qui ont de la misère à. Ils ont de la difficulté à se commettre en relation amoureuse. Ouais. Moi, j'ai de la misère à me commettre professionnellement. J'ai de la misère à me commettre dans une relation professionnelle stable, monogame, avec un employeur. Je comprends. Et ça fait depuis toujours que je suis travailleuse autonome. J'ai pas connu beaucoup. Tu sais, j'ai eu quelques fois des emplois, mais c'était jamais bien heureux. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est tous les métiers impliquant un patron. Ben, tu sais, qui implique une régularité, une Ouais. stabilité, des obligations, tout ça. Alors que, tu Mais sais, moi, n'empêche que tu as des obligations quand même j'ai plein en étant d'obligations. travailleuse autonome, là, J'ai tu sais. j'ai plein d'obligations, puis je me mets 4000 fois plus de pression que n'importe quel patron pourrait m'en mettre. Je pense que c'est pour ça aussi que quand un patron me dit « Pourrais-tu faire ça de telle façon? » Je suis comme « Si tu savais comment je suis dédiée à faire les choses bien, Ouais. tu n'as pas de leçon à me donner. Ouais. Je suis plus sévère envers moi que tu ne pourras jamais l'être. » Fait que Ouais. il y a ça, puis je pense que c'est juste pas mon mode de fonctionnement. Je suis pas... Ouais. Je suis pas. Puis, tu sais, à l'inverse, il y a tellement de gens qui me disent hey, moi, je sais pas comment tu fais, je serais pas capable d'être travailleuse autonome, je saurais même pas par quel bout commencer. Puis, je suis comme ben, tu sais, tu as étudié au cégep, là, tu étais responsable de faire tes travaux, ben, puis, tu sais, tu n'étais pas toujours en retard, tu réussissais à rencontrer tu faisais ton propre horaire, tu te gérais toi-même, puis, ah ouais, OK, c'est vrai. Mais c'est ça. Moi, Ouais. c'est mon mode de vie préféré. Je suis pas riche. C'est pas toujours Non, mais c'est safe. pas la richesse c'est la qualité de vie qu'il Exact. faut entretenir, 100%. là. Ouais, ouais. Prochaine question est si, que tu crois ou pas là, ça, là, si la réincarnation existait, Ouais. en quoi tu aimerais revenir? Ou en qui? Tu sais, c'est pas obligé nécessairement d'être un animal ou une plante, là, ça peut quand même Ouais. être en type d'humain. Il faut juste que tu choisisses. Hey, je sais pas. Est-ce que ça pourrait être à n'importe quelle époque? Ça peut être quand tu veux. Ah non, ben non, parce que la réincarnation, ça C'est va en être, théorie si tu ça va être reviens, mais tu sais, après nous. j'ai quand même souvenir que Mariana Mazza voulait revenir en chanteuse de jazz, tu sais, des années Je comprends. 60, 70, là, qu'elle disait. Fait que Ah, tu mais peux choisir. j'aimerais ça. Hmm. Est-ce que j'aimerais ça me réincarner en homme pour contrecarrer tous vos plans machiavéliques? Nos plans. Oui, non, c'est ça. Non, mais oui, c'est sûr que, hey, une fois, une fois, je me réincarnerais en homme. Comme ça, Ouais. j'aurais plus de misère avec les oppressions. Je serais de l'autre côté du pouvoir. Puis je pourrais enfin me plaindre de ne plus pouvoir rien dire, puis d'être constamment censurée, puis de. Ouais. Ouais, je pense que je ferais ça. Mais j'essaierais d'être du bon côté des choses, comme toi. J'essaierais Ouais. d'être à l'écoute, puis d'avoir un Je podcast, trouve, puis d'inviter des féministes. Puis... je trouve ça fou, le monde qui dit on peut plus rien dire. En fait, là, ça me marque beaucoup ça, on peut plus rien dire. Ouais. Vraiment, J'ai écrit un livre là-dessus. Ouais, oui. Oui. Ben, j'ai checké tantôt sur Google. Parce qu'au début, j'étais comme niaiseux. Moi, j'étais comme oui, c'est son premier. C'est pas ton premier livre pantoute, tabarouette. Non, T'en j'en as ai écrit genre. plusieurs.
J'ai vu, puis les années, j'ai regardé les années à côté, j'ai OK, ça fait un bout, là. Oui! J'étais dans l'une, moi, là. Fait que, Mais ouais, parce que j'ai écrit des livres sur plein de sujets vraiment différents, puis ouais, tu vois que mes intérêts varient beaucoup. Mais ça, on ne peut plus rien dire, puis annuler, mais c'est un peu dans la même veine, tu sais. C'est un peu ouais, dans cette idée de genre, il y a des gens qui ont de plus en plus des choses à dire, qui ont l'opportunité de le faire sur les réseaux sociaux. Puis ça fait que les gens qui avaient comme le monopole de la parole avant, ben, ils se font répondre. Fait que s'ils disent « Hey, crise de tapette », ben, on va dire « Ben, on dit plus ça, le mot tapette, parce que ouais, ben, c'est péjoratif. » Ça fait qu'il y a plein d'adolescents homosexuels qui se sentent mal dans leur peau à cause de gens comme toi ouais. qui disent ce mot-là. Fait qu'on va arrêter de le dire. Puis ils sont comme « On peut plus rien dire. » Attends, là, ben, tu peux continuer de le dire si tu veux, le mot tapette, mais c'est juste, regarde les effets que ça a sur la population. Puis, tu sais, veux-tu embarquer là-dedans? Tu veux vraiment être cette personne-là? Puis, quand je te le dis avec l'exemple du mot tapette, on comprend. Mais il y a d'autres mots qu'on ne comprend pas parce que c'est peut-être plus nouveau, ça a peut-être moins bien été expliqué. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, il y a des mots que tu peux les dire, mais ça, tu sais, il faut que tu sois conscient que ça a des conséquences, puis qu'on va te répondre, puis on va t'opposer peut-être, on va te dire, tu sais, on va t'amener à réfléchir. J'ai dit dernièrement dans un souper avec des amies actrices à ma blonde, j'ai dit, hey, pour vrai, j'étais fâché noir. Puis elle a fait comme, ça serait mieux que tu dises pas ça. Puis là, je fais, hein? Elle dit, ben, tu sais, ça reste quand même que, tu sais, si tu regardes d'où ça vient, puis la signification, c'est comme si tu étais fâché comme une personne noire, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, oh Hey, mon moi, Dieu, je savais pas que ça venait de là. Jamais j'ai dit, jamais dans ma tête. Moi, je suis fâché noir, j'étais comme, tu vois noir, t'es rendu. Ah ouais? Mais t'es comme, ben, c'est pas de là que ça vient, tu sais. Puis là, elle m'a expliqué. Hey, je En fait, savais pas, mais je suis contente de le savoir. je suis jamais allé valider, en fait, l'information. J'ai juste fait, ben, si ça choque une personne, je suis capable de dire, j'étais fâché en maudit. Là. Tu sais, je peux changer ben mon. oui. C'est juste une expression que j'ai tellement dit que j'ai fait, ah. Fait que des fois, je pense que c'est bien, mais encore là, je trouve toujours que c'est niaiseux, là. C'est même si c'est la personne qui se fait corriger et que ça n'a peut-être pas de bon sens ce qu'elle a dit, je pense que la personne qui corrige doit faire attention comment elle dit aussi. Ben oui, je sais que ça devient, tout le monde marche un peu sur des œufs, mais si tu me le dis de « Hey, dis pas ça, t'as l'air d'un épée », là, tu fais comme « Ben là, ça escalade. » C'est ça. Mais des fois, mettons, on le dit, moi, je l'ai dit récemment à quelqu'un, tu sais, à mon médecin qui a fait une joke sur le fait que j'étais lesbienne. J'étais comme, hey, on n'est pas des chums, tu sais, je la trouve pas drôle ta joke, nanana. Puis, tu sais, j'ai vraiment fait attention de ne pas lui dire, tu sais, monsieur, vous êtes un Christ de cave. Mais il était quand même susceptible. Fait que des fois, même quand on veut ménager la susceptibilité de notre interlocuteur, il prend mal. Mais je pense que tu as raison. Idéalement, faut jamais. C'est sûr qu'on ne gagnera jamais à prendre les gens de haut puis leur dire hey, voyons, écoute, t'as pensé. Surtout que si tu le savais pas. Moi non plus, je ne savais pas que fâché noir, ça pouvait venir de ça. Moi aussi, je pensais que c'était comme voir noir, fâché noir, nanana. Mais à partir du moment où on le sait, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'offensant à se faire dire hey, tu savais-tu que ce mot-là, ça veut dire ça? Puis je suis comme, tu sais, moi, je savais pas le mot mulâtre, ça venait d'où, tu sais, puis je pensais que c'était comme la façon d'appeler les gens mixtes. Jusqu'à temps que quelqu'un me dise non, mulâtre, ça veut dire, tu sais, c'est le mix d'un cheval avec une mule ou un âne. Puis ça fait, tu sais, c'est pour. Puis ça vient d'un système raciste, là, de cette appellation-là. Fait qu'on devrait arrêter de le dire. Puis j'étais comme, aïe, quand j'ai su, c'est sûr que j'étais gênée de l'avoir utilisé, mais je pouvais pas, je savais pas, tu sais, je pouvais pas m'imaginer que c'était péjoratif. Puis j'ai même entendu. Je l'ai appris dans un show d'humour, moi, c'est Mike Baudouin qui fait un numéro là-dessus. Sa conjointe est noire, puis il a fait on dit pas ça mulâtre en passant. Puis il l'explique, puis il dit je sais que c'est pas drôle, mais il dit je veux que tout le monde ici parte ce soir en sachant quelque chose de plus. Bon. Je trouvais ça vraiment bon de prendre cette vitrine-là pour en parler. T'sais. Ben oui, puis tu sais, même que nous, tu sais, moi, je savais pas que c'était pas correct de dire ça, puis j'ai probablement entendu même des Noirs le dire, fait que je pensais que c'était correct, mais moi, j'ai appris que Kevin Raphaël, il savait pas qu'il fallait pas dire le mot mulâtre, puis là, quand j'ai expliqué que ça venait d'où, il était comme « Oh shit! » Tu sais, comme... Fait que ça veut dire que même des fois, tu sais, moi, je pourrais dire quelque chose d'homophobe sans m'en rendre compte. C'est comme, on détient pas le monopole de la vérité non plus, tu sais. C'est juste qu'à un moment donné, quand on apprend les choses, ben, aïe, tu sais, c'est comme... On devrait propager ces affaires-là, ces informations-là, puis, tu sais, corriger le tir, puis
il y a plein d'expressions comme ça qu'on comprend bien pourquoi on les dit plus, là. Ouais, qui ont très, très, très mal vieilli. Ouais, Puis qu'on fait absolument. ben maintenant qu'on sait que tu reviendras en homme, on reste dans le Oui. domaine un peu comme de la mort. Tu arrives aux portes du paradis, encore une fois que tu Ouais. crois ou non en Dieu ou que tu sois catholique ou pas. Tu arrives aux portes du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise suite à ta vie? À ton arrivée. Genre comme sur qu'est-ce que j'ai vécu comme mon Ben, tu arrives aux expérience portes sur du la Terre. paradis, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Ça, tu sais, ça peut être n'importe quoi, là, mais... Genre, good job, tu t'en es tiré Ouais. pas si mal. Il y avait des défis. T'as quand même bien surmonté ça. Bravo. Beau Voilà. travail. Exact. Bienvenue dans le club. Yes. Mais ouais, ok, parfait. Parce que oui, c'est n'importe. Il y a des fois, il y a du monde qui. Jean-Sébastien Girard détient encore à ce jour la réponse qui me fait le plus rire. Je pense qu'il dit. Il faudrait qu'il s'excuse, esti. J'aimerais ça qu'il s'excuse. Sais-tu qu'est-ce qu'il nous a envoyé comme merde? Fait que ça me faisait rire de. C'est Ben oui. une bonne réponse. Mais good job, moi, c'est ça que j'aimerais arriver. Moi, en fait, j'aimerais ça arriver qu'ils me disent j'ai rien à te dire. Ça va. Ouais. Je pense pas qu'il y aurait rien à me dire, mais j'aimerais ça, entendre ça. Ouais. Parfait. Prochaine question vient de, bouge pas, ma mère. La question de ma mère qui dit Judith, vous aviez arrêté d'écrire dans le journal Métro à cause des commentaires que vous receviez. Quelques années plus tard, comment gérez-vous désormais les commentaires? Ben maintenant, j'écris des livres. Ben, pour de vrai, tu sais, moi, mon rapport aux réseaux sociaux a vraiment beaucoup changé. Tu sais, j'écris plus beaucoup de choses sur Facebook parce que je trouve que c'est pas un endroit. Puis, en fait, dans mon livre, je suis super critique des réseaux sociaux parce que, ben, tu sais, les outils technologiques, ils deviennent ce qu'on en fait d'habitude. Puis, je me méfie toujours des gens qui sont contre les nouvelles technologies, mais dans le cas des réseaux sociaux, c'est que c'est des grosses corporations qui ont des intérêts financiers qui sont en contradiction avec nos intérêts, nous, comme humains puis comme société. Pour te donner un exemple, puis j'en parle vraiment abondamment dans mon livre, on mesure à peine en ce moment l'impact des algorithmes sur le climat de nos débats puis sur nos comportements en ligne. Puis, mais ce qu'on sait, en fait, ce qu'on soupçonne, parce que, tu sais, c'est difficile d'en avoir des preuves vraiment concrètes et tangibles, c'est que plus une information, moins une information est nuancée, plus elle a de chances de voyager sur les réseaux sociaux puis de devenir virale. Plus une information est chargée émotivement de manière à susciter la peur ou la colère, plus elle va voyager facilement sur les réseaux sociaux. Fait qu'après ça, on s'étonne qu'il n'y a plus moyen d'avoir de débat sur les réseaux sociaux puis que les gens ne savent plus se parler. Puis en fait, c'est pas qu'on ne sait plus se parler, c'est que la machine est faite son architecture est faite que c'est sûr qu'on va s'engueuler puis qu'on va se chicaner puis qu'on va se blesser puis qu'on va se niaiser puis on va s'écœurer puis ça va devenir du harcèlement. Puis on peut chacun avoir des comportements plus sains puis essayer de se dompter. Puis moi, j'essaie de moi-même avoir des comportements plus sains sur les réseaux sociaux, mais il reste que la population en général embarque là-dedans puis fait des conneries puis est manipulée à travers ça par ces machines-là. Fait que c'est ça. Fait que pour répondre à la question à ta mère, comment je gère les commentaires sur les réseaux sociaux, tu sais, je suis moins présente, puis je me sens moins... je le prends moins personnel. Tu sais quoi, souvent, j'ai réalisé que les commentaires les plus agressifs ou les plus violents ou les plus caves, quand tu regardes sur le profil de la personne, souvent, c'est une personne qui est soit visiblement démunie, soit sur le plan financier ou même sur le plan personnel ou émotif. Souvent, j'ai réalisé que c'est des personnes qui avaient une forme de déficience intellectuelle. Fait qu'après ça, tu peux pas comme leur en vouloir. Tu sais, c'est comme ces gens-là sont mal pris, sont vraiment. La plupart des gens se comportent bien, sinon sur les réseaux sociaux, ils sont pas. Mais bien, tu sais, on reste qu'on est très émotif, puis souvent agressif, là, mais de là à dire des choses vraiment violentes, tu sais, souvent ça vient de personnes qui sont très démunies. Puis c'est ça, je pense que ce qui est le plus blessant, dans le fond, c'est quand des collègues
où des gens de notre milieu embarquent là-dedans. Puis c'est là que ça devient tough. Tu sais, je suis sûre que dans le milieu de l'humour, c'est la même chose. Tu sais, je pense à Guy Nantel, mettons, qui est. Ouais. Tu sais, j'en entends dans des entrevues en ce moment, puis il semble très frustré d'avoir été un peu mis au banc de la colonie artistique, notamment des humoristes. Puis je suis comme, c'est sûr que ça doit être souffrant pour lui. Ça doit être, c'est tes pairs qui te rejettent. Tu sais, ça doit pas être le fun. Mais il y a ça, tu sais, mettons, parce que j'ai pas tout suivi sur Guy Nantel, c'est juste que des fois, peut arriver, tu sais, puis là, j'ai vu les éditoriaux de certains journalistes là, pour qui j'ai moins de respect qui font comme Ah, mais quand vient le temps pour Guy Nantel, vous le backez pas. Fait Ouais, mais là, attendez, là, c'est pas. On back pas ceux qui sont populaires ou on back si on endosse ce que tu dis ou tu sais. Des fois, moi, ça se peut que je fasse. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ou, c'est ça, je suis pas à l'aise qu'on fasse une joke t'sais. sur ça. Ouais. Je peux comprendre. Mais oui, absolument. Mais non, c'est sûr. Mais, puis je pense que tu as raison de faire ça, mais j'ai un peu. Puis moi, je suis pas d'accord avec Guy Nantel. Je veux dire, ses jokes sur la culture du viol, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Je pense qu'il comprend pas la portée de ça. Mais, mais j'ai de l'empathie pour ce qu'il vit parce que c'est sûr que ça doit être souffrant d'être rejeté par son milieu. C'est sûr. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, en fait. C'est quand je sentais que, même au sein de mon milieu, qui est super progressiste, des fois, j'étais comme caricaturée comme ouais, on sait bien, toi, la féministe, extrémiste, nanana. Puis j'étais comme, attends, on serait supposé être du même bord. Vous êtes supposé d'être des collègues éveillés sur les valeurs sociales. Puis vous êtes supposé être pour l'égalité homme-femme. Fait que pourquoi vous ridiculisez mes propos? Puis moi, c'était ça que je trouvais le plus difficile, en fond. Mais je pense que de toute façon, dans toute, je vais dire, là, je vais m'emporter en disant dans toute société, mais ça n'en prend, tu sais, mettons, toi qui es plus militante sur plusieurs trucs que quelqu'un qui l'est pas. On dirait qu'il y a un équilibre qui se fait oui, c'est ça. là-dedans. Tu sais. Absolument. Mais aussi, moi, de mon côté, j'ai fait la paix avec ça. Là. J'ai fait la paix avec ce que je représente, puis ce que j'amène dans la société, puis que ça fait que je suis pas telle sorte de personne, je suis plus telle sorte de personne, puis c'est correct aussi. Là, ouais. Mais ma mère te remercie pour ta réponse à sa question. Merci, madame. On tombe, Manon Pinot. Manon on tombe dans les questions rafales. En fait, on te donne deux choix. Tu choisis un ou l'autre. Tu peux t'expliquer, tu peux ne pas t'expliquer. Ça t'appartient. Alors, Urbania ou le métro? Ah, OK, shit. OK, c'est des choses qui me concernent personnellement. Fuck. Oui, on l'a fait pour toi, là. OK. Urbania. Ben, à cause... C'est la famille, puis ça fait bien trop longtemps que je collabore avec eux, puis j'ai commencé au début d'Urbania, fait que c'est comme, c'est ça. Mais Métro, j'ai vraiment fait des belles années, là, puis ils ont été vraiment super, puis ils étaient super progressistes, puis je les adore. Parfait. Annulé ou on ne peut plus rien dire? Annulé, juste parce qu'on aime toujours plus notre petit dernier. Parfait. Lisa Frula ou Martine Delvaux? Mon Dieu, est-ce que c'est qui? Tu maries faux? Attends, Lisa Frula pour... c'est parce que j'ai un lien d'attachement particulier avec Lisa parce que j'ai écrit sa biographie, donc c'est sûr que mais Martine Delvaux, c'est tellement important ce qu'elle fait. Je vais dire Martine Delvaux parce que Lisa Frula n'a pas besoin de mon appui. OK, parfait. Trop ou sans rendez-vous? Oh my God! Ah là là! Oh, yes! Trop! Mais c'est parce que c'est tellement... Écoute, ma blonde a écrit la série Trop. C'était comme au début de notre relation. Elle a écrit 3 saisons de tout ça. On est devenus amis avec les comédiennes. C'est sûr que... Mais je te dirais que ça, sans rendez-vous, c'est comme un autre level. C'est plus abouti. C'est plus... Je pense qu'elle est plus fière de ça. Mais Trop, c'est comme... Ça nous a tellement habités. C'est... je choisis ma blonde. Ma blonde, elle va écrire plein de séries dans sa vie. Je vais toujours être fan de son travail. Je trouve ça tellement... Je suis chanceuse. Imagine, imagine, toi, tu peux le vivre, là, toi aussi, dans le fond, vous admirez mutuellement, mais c'est ça qui est, c'est ça qui est fou. Je sais que quand je m'installe, quand c'est fini, là, son processus, puis que je m'installe, puis que j'écoute les séries de ma blonde en rafale, là, les épisodes en rafale, je sais que je vais aimer ça, puis que après ça, je vais la regarder admirative, puis que c'est fun là, de vivre ça avec son partenaire. Mais toi, tu as l'avantage, tu as sûrement l'avantage de toutes les avoir. Tu sais, comme moi, le plan B,
je Ouais. les ai au compte-gouttes, là, parce on a reçu les 3 premiers épisodes, mais on Ouais. n'a pas plus d'épisodes, il y en a 6. Fait que hier, c'était le Ah. premier. Non, j'avoue que, tu sais, quand tu reçois les rushs, des fois, je Ouais, regarde un peu avec elle, mais j'ai quand même le plaisir après ça de regarder les épisodes un après l'autre ouais, c'est ça. quand ils arrivent sur tout.tv en même temps que tout le monde. Ouais. Mais oui, j'ai le petit privilège de pouvoir voir les scènes des fois avant. Là. Mais c'est une arme à double tranchant parce que des fois, ça spoil, puis en tout cas. Ouais. Prochaine question, c'est chronique écrite ou chronique radio? Écrite. Je vais toujours être meilleure à l'écrit, c'est mon médium de choix. Mais j'aime ça faire de la radio et de la télé aussi, là, mais c'est sûr que je suis plus à l'aise à l'écrit, toujours. Parfait. Humeur ou humour? Ouf! J'ai pas tant fait de la chronique d'humeur, hein, parce que la chronique d'humeur, c'est pas comme la chronique d'opinion, c'est plus comme poétique, là, genre j'ai eu une réflexion sur la vie pendant que je me promenais dans le quartier Maiden, puis le prix des logements est donc bien élevé, puis où s'en va le monde. C'est pas tant moi, fait que j'irais plus avec humour, parce qu'en plus, j'aime ça ces temps-ci, c'est comme un petit bonus dans ma vie que je pensais pas que j'aurais un jour, puis j'aime ça, je suis contente. Très cool. Soirée cinéma popcorn en amoureuse ou souper de gang arrosé? Popcorn en amoureuse, je bois pas, puis Ben oui! mes J'ai appris ça amis, tantôt, en c'est fait. plus one-on-one ou plus je suis pas tant gang, mais Parfait. puis je suis très lover, très casanière avec ma blonde, j'aime bien ça. Ben ouais. La partie... Attends un peu. La partie plus le fun. Ah, OK. OK. Pour toi, c'est quoi la partie plus le fun? Expliquer ou comprendre? Comprendre. Après ça, ma mission, c'est d'expliquer. Mais moi, j'aime ça comprendre. Tu sais, j'aimais ça quand je faisais ma maîtrise en socio, études féministes, parce que je pouvais mettre des mots, enfin, sur des choses que moi, je voyais. Mais là, c'était plus, j'avais l'espèce de structure de compréhension complexe de la patente. Ouais. Puis après ça, j'essayais de me dire, OK, je vais vulgariser ça à un plus large public. C'est sûr que c'est tout moi, j'embarque dans tout le processus parce que dès que je comprends quelque chose, je veux l'expliquer. Mais ce que je préfère, c'est de comprendre. Merci pour ça. Et dernière question qui est toujours la question en développement, mais qui est vraiment toujours niaiseuse. D'ailleurs, je salue Yann Bilodeau qui a fait un travail incroyable aujourd'hui. Il t'a surpris sur bien des questions. Oui. Soit que tu dois vivre sur une ferme et t'auto-suffire jusqu'à la fin de tes jours, ou chaque fois que tu es assise en public quelque part, un inconnu vient s'asseoir à côté de toi en manspreadant. C'est un mot que j'ai appris aujourd'hui. En écartant très largement les gens. L'option 2, parce que moi, je ne survivrais vraiment pas avec l'agriculture. Man, si tu voyais mon potager cette année, c'était la catastrophe. J'ai vraiment comme... Ah ouais? Ouais, j'ai vraiment échoué là, dans mes légumes. Mais au niveau des plantes, ça va bien en arrière, là. Ça se passe, hein, mais comme ma sœur dirait que c'est un peu... Ça, c'est du philodendron, je pense. C'est l'affaire... C'est comme des mauvaises herbes, là. C'est l'affaire la plus facile à avoir. Puis le reste, c'est des plantes araignées, là. C'est comme un peu gênant pour les gens qui connaissent les plantes. Mais puis le manspreader qui viendrait s'asseoir à côté de moi, mais ça serait un inconnu à chaque soir. Fait que j'y parlerais, puis je découvrirais des choses. Je suis curieuse. Après ça, j'expliquerais c'est quoi le fait de du manspreading. Puis là, j'expliquerais pourquoi il faut qu'il ferme ses jambes. Mais je connaissais pas ça. Au début, parce que quand Yann m'a envoyé les questions de rafale, j'ai dit tu voulais écrire mansplainer, puis il a fait non, ça existe. C'est un autre phénomène. Mansplaining, c'est quand un gars explique avec condescendance à une femme quelque chose qu'elle connaît mieux que lui. Tous ces ingrédients-là doivent être là pour qu'il y ait du mansplaining. C'est pas autre chose. Et le manspreading, c'est quand un homme s'assoit dans un espace public en écartant très largement les jambes, soi-disant pour faire aérer ses testicules, apparemment. Mais apparemment, ça n'a pas de fondement scientifique. Mais que c'est, en fond, c'est une façon c'est une façon d'occuper l'espace un peu inscrit dans la masculinité toxique, là, comme on apprend aux gars là, à prendre de l'espace, à dominer l'espace, mais ça a des répercussions parce que, par exemple, dans les transports en commun, ben, ça va faire que tu prends 3 sièges au lieu d'en prendre rien qu'un, puis quelqu'un qui va arriver va être là comme ça, bien tassé dans son siège d'autobus, puis va être comme avoir de la difficulté à s'installer, alors que, je pense que si tu gardes tes jambes droites, c'est correct aussi. Ouais. Puis aussi, c'est
pour les hommes, croiser les jambes, il y a certains hommes qui trouvent que c'est émasculant, que c'est comme un peu Ouais. gay. Mais je sais C'est que associé à la féminité. plus jeune, moi, c'est ça, là, parce que moi, je m'assois tout le temps une jambe croisée, mais comme un 4, comme quand on voit un 4 là, Ouais. sur les chandails. Ouais. Mais croisé, récemment, j'ai commencé ça parce que je suis bien. C'est vrai qu'à la télé, en entrevue, je peux comme m'accoter sur mon Sans genou. grounder. Je suis plus gêné, mais il y a un moment où, tu sais, je me suis déjà fait. C'est assis comme une fille, puis j'étais comme. Ben, moi, je suis capable de m'asseoir de même, mais je sais que mon chum GF, Ouais. pas de joke, incapable de se croiser les jambes. Assis en 4, c'est assis comme une fille? Ouais, assis avec la non, jambe parce plus que assis croisée. en 4, moi, je peux pas m'asseoir comme ça. Je peux pas m'asseoir en 4 à la télé. Je vais me faire traiter de cow-boy. Tu sais, je vais me faire traiter. Premièrement, je peux pas m'asseoir en 4 si j'ai une robe ou une jupe. Ouais. Mais j'en porte pas souvent. Mais non, je suis pas sûre que ça passerait. Écoute, je m'en vais sur le plateau de Sébastien Diaz tantôt, on va essayer ça. On va se le dire. Oui. Tu leur diras bonjour. On va leur dire. Je poursuis avec les questions traditionnelles. Il nous en reste 6. C'est quoi ta plus grande peur ou ta phobie? Y a-tu quelque chose que tu fais ça, là? La chienne de ça. Ah, j'ai peur de passer à côté de ma vie, mais je suis en train de travailler ça en thérapie. Ben, je pense que tu passes pas à côté de ta vie, là. Dans ce podcast-là, je sais, j'ai envie de te dire que non, mais je te dis pas que j'arrive vérité absolue, là. Non, mais c'est ça le problème, si c'est dans la tête. Je comprends. Parfait. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? De vivre, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi de vivre un épisode de cancellation, parce que même si je comprends dans quelle logique ça s'inscrit, je comprends, mais je trouve que c'est une logique punitive de laquelle on devrait le plus possible s'écarter, même pour des personnes qui ont commis là, des comportements répréhensibles. Je pense qu'on peut trouver un meilleur moyen d'apprendre collectivement. Mais est-ce que tu veux m'expliquer un peu, à moins que moi, je sois pas, tu sais... un épisode de cancellation, je te donne un exemple, tu sais... mettons, il y a des gens qui se sont plaints des comportements des jumelles Stratis. À un moment donné, ils ont dit que les jumelles Stratis, il y avait comme les blogs TPL puis TPL Mom, puis apparemment, il y avait une culture toxique dans leur blog, puis dans leur façon de dealer avec leurs employés. Puis les critiques étaient légitimes, puis ça, je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui ont voulu critiquer les sœurs Stratis pour les comportements qu'elles avaient commis. Elles avaient fait apparemment du harcèlement sur Internet, toutes sortes d'affaires comme ça répréhensibles. Mais ces filles-là, ils ont été complètement cancellées, c'est-à-dire qu'il y a eu une cabale contre elles. Il y a des gens qui ont appelé tout leur entourage pour que les personnes se dissocient des jumelles Stratis, leur envoyer des menaces de mort, leur envoyer... Puis ça, c'est pas les victimes qui s'étaient plaints au départ, là. C'est d'autres personnes qui ont pris ça puis qui ont fait « OK, les jumelles Stratis, c'est des pas bonnes, c'est des monstres, on va les annuler. » Tu sais, on veut qu'elles... C'est comme le tribunal populaire, là, on veut qu'elles soient complètement écartées là, de l'espace public. Fait qu'on va... les gens appelaient à la garderie de leurs enfants, chez leur éditeur, chez leur employeur, à l'école de leurs enfants, pour dire savez-vous que les jumelles Stratis sont dans votre organisation, nanana, pourquoi vous les cautionnez encore? Fait que, tu sais, cette espèce d'inquisition-là, puis ces filles-là, tu sais, je veux dire, il y avait déjà une santé mentale fragile, ils ont été vraiment, tu sais, ils n'ont plus rien, là, ils peuvent plus rien faire dès qu'elles essaient de faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui vient leur rappeler que c'est des filles qui sont toxiques puis qu'elles ne devraient pas avoir de vie. Puis, tu sais, c'est comme, je souhaite ça à personne. Je souhaite que, tu sais, même, mais c'est touché parce que, tu sais, des gens comme Julien Lacroix, je veux dire, on l'a connu, là, toi et moi, à Halle, puis ce qu'il a commis, c'est super grave, mais je pense pas que c'est en créant un environnement dans lequel cette personne-là ne peut pas se rétablir ou grandir de ça, ou réparer ses torts même. Oui, c'est un sujet, tu sais, il veut pas, ça crée de l'émoi, là, je veux dire, collatéralement aussi, tu sais, ça atteint des amis qui étaient en tournée avec lui, puis tout ça, puis, tu sais, c'est un sujet qui est vraiment revenu souvent, puis justement, même je n'ai parlé avec Catherine Brunet, tu sais, crois-tu à la rédemption, puis
Je pense que quelqu'un peut tu sais, je pense pas qu'il peut réparer ce qu'il a fait, mais je pense qu'il peut quand même cheminer positivement dans Absolument. sa vie. Après ça, je ne sais pas si ça fait partie de la cancellation, parce que tu parlais des jumelles Stratis. Je ne sais pas après ça. Moi, je ne peux pas prendre cette décision-là de faire est-ce que ces gens-là doivent continuer d'être dans le public? Parce que moi, je sais, mettons, tu disais, il y a du monde qui n'a pas rapport Mais là-dedans. c'est Moi, il y a ça. du monde qui m'écrivait en me disant tu suis encore Julien Lacroix, tu suis encore Marie-Pierre Morin. Ouais, non, Pourquoi? ça, Je suis moi, comme, mais pourquoi toi tu regardes qui je suis en passant? Puis deux, ben oui. oui, je vais continuer à suivre ces gens-là parce que c'est si justement, tu sais, Julien Premièrement, s'est vous mis. n'avez aucune idée de c'est quoi notre relation avec ces Ouais, gens-là. Vous ne savez pas pourquoi on les suit. Vous ne savez pas pourquoi. Tu sais, moi, j'en parle dans mon livre. J'ai liké à un moment donné un statut que Julien a fait quand il expliquait qu'il avait son problème d'alcool. Moi, je like ça parce que, comme je te l'ai expliqué plus tôt, ça fait 4 ans que je suis en démarche de sobriété. Je comprends exactement dans quelle démarche ouais. il est. Puis je l'ai liké pour ça. Après ça, il y a plein de gens qui m'ont dit. Puis après ça, j'ai réalisé que moi, en tant que féministe, connu, qui like un statut de Julien Lacroix, ce que ça envoie comme message, c'est différent. Mais tu réalises-tu qu'un like peut vouloir dire 1000 affaires? Puis pour moi, il voulait dire quelque chose de vraiment spécifique, mais c'est vrai que ça ne peut pas exprimer de manière aussi spécifique que c'est un soutien à sa démarche de sobriété. Tu sais, c'est sûr que ça ne peut pas exprimer toute cette complexité-là. Mais les gens qui me demandaient des comptes sur pourquoi je like Julien Lacroix, ben je trouvais ça, tu sais. Puis en même temps, ça m'a quand même ouvert les yeux sur le message que ça envoyait. J'avais pas réalisé, effectivement, non. Mais, je veux dire, les demandes de reddition de compte, moi, je trouve que c'est toxique, ces comportements-là, parce que j'ai bien le loisir de choisir qu'est-ce que je fais avec mes réseaux sociaux. Exact. C'est ça, c'est plus complexe que ça, tu sais. Dans cette question-là, qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi? Tu sais, je me dis, je sais là, que c'est mais parce qu'on a parlé de Julien, mais même les jumelles, je ne savais pas qu'il y avait eu quelque chose avec eux. Mais reste que, tu sais, mettons Ellen DeGeneres aussi, là, tu sais, elle a eu des comportements inacceptables, ils en ont parlé, elle a fait un mea culpa. Je pense que chacun a droit quand même au bonheur après. Là, oui. On ne peut pas passer notre vie à faire. Mais lui a fait ça, tu sais, je veux dire. Après ça, est-ce que tout le monde a droit à. Tout le monde a droit à une seconde chance? Est-ce que tout le monde a droit à la lumière? Ça par exemple, c'est toujours là que je mets la limite. C'est-à-dire que, c'est pas que je pense pas que, mettons, Marie-Pierre Morin a pas le droit de redevenir une personnalité publique, mais avant que ça arrive, t'as des choses à faire. T'as un cheminement concret à compléter, tu sais, puis après ça, qui dit si c'est complété ou pas, mais pour moi, il faut que je vois un petit peu plus de cheminement que ça. Je me souviens très bien, Gilbert Rozon, moi, quand j'avais 15 ans, il avait été arrêté pour agression sexuelle, il avait été reconnu coupable, puis je l'ai vu revenir dans l'œil, dans le regard public, puis j'étais comme, comment ça se fait qu'on accepte ça? Puis j'étais pas féministe, là, j'avais 15 ans, j'avais aucune réflexion politique, mais j'étais comme, pourquoi Gilbert Rozon, qui a commis une agression sexuelle envers une femme, on lui redonne une tribune, tu sais, pourquoi il peut pas juste rester dans l'ombre puis continuer à faire sa vie, là? Il a purgé sa peine, apparemment, puis, tu sais, purger sa peine, entre guillemets, là. Mais, tu sais, je me souviens de m'être questionnée, tu sais, puis, en tout cas, Parce que mais moi aussi, c'est un débat, et encore là, on pourrait jaser pendant des heures, mais c'est ça, justement, revenir dans l'œil du public, où c'est ça, après ça, je me disais, tu sais, c'est ça, hey, Colin, c'est des sujets qu'on a parlé tellement, parce que je souhaite vraiment à ces gens-là qu'ils aillent bien et qu'ils puissent continuer leur vie, mais je sais pas en termes. Je sais pas. Puis là, je te résume ça, tu sais, avec tes questions en rafale à la fin, mais bien trop botché, parce que c'est vraiment ces réflexions-là que j'ai voulu comme élaborer dans mon livre sur 250 pages, puis, tu sais, pour avoir l'accès à ma pensée profonde sur ça. Mais, tu sais, il reste que je pense, mettons, à mes pires ennemis là, dans la vie, puis je leur souhaiterais pas d'être anéantis professionnellement, mettons. Ouais. Merci pour ça. Hey, c'est rare que cette réponse-là suscite autant de jasette. On poursuit avec l'autre question. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? C'est entre moi puis moi. Fait que c'est pas avoir ou recevoir ou avoir la reconnaissance ou c'est moi être
confortable avec qui je suis, puis qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je dis, puis ça s'arrête là, tu sais. Ben, ça a été longtemps dans le regard des autres, puis c'est plus ça. Fait que... C'est bien ça. Crème, j'essaie de l'appliquer pour moi, ça. Ouais. À moi, de moi, pour moi, ça, c'est bon. Être ton top 1. Ouais, j'adore ça. Mon coup de cœur à moi-même. Parfait. Ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Ma dépression en 2016-17, grosse épreuve, très difficile. Je pensais pas que ça pouvait être difficile comme ça. Cela dit, ben, une dépression, c'est un symptôme qui dit à ton corps, fais des choses différemment, change. Puis pour moi, ça a été quelque chose de positif au final, mais sur le coup, très pénible. Oui, souvent, ça permet de tourner une grosse page puis de changer. Ouais, parfait. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Ah, ça arrive à tous les jours avec ma blonde. Ouais? Puis, mettons, hier, pourquoi on a ri? Je me souviens pas, c'était à cause de quoi? On a dû rire de... je sais pas. Mais on rit à tous les jours, puis comme crampé bien raide, comme des enfants. Je pense que c'est ça le secret ben, en tout cas, je veux du moins de mon côté aussi. Moi aussi, avec Anneli, on est capable de se faire rire. Puis des fois, c'est niaiseux, là. On peut rire sur... Hey, des fois, des jeux de mots, con, man. Des fois, des jeux de mots ou des affaires, puis pas des bons jeux de mots, là. Plus le jeu de mots, il est poche, plus on se fait rire. Plus quand tu l'expliques à quelqu'un, c'est pas drôle, plus j'ai l'impression, tu sais... Exact. Ma blonde, elle m'a dit, on était au chute Niagara, puis on était à Niagara Falls, puis elle dit, j'aimerais ça qu'on aille voir les chutes, t'as juste à descendre cette rue-là, puis on va arriver aux chutes. Puis j'ai juste dit, il va falloir que je break à un moment donné, parce que... Puis, hey, cette phrase, elle a ri, là, dans le char, puis vu qu'elle riait, ça me faisait rire, puis on se l'est dit toute la semaine à Toronto après, tu sais, on va aller voir les chutes, puis on va falloir breaker à un moment donné. Regarde, c'est vraiment calme. Oui, non, c'est ça. Mais... je pense que c'est ça, le secret des couples heureux, c'est d'avoir... des insides puis de rire. Mais ça nous arrive tellement souvent que je peux même pas te donner un exemple. Est-ce que Judith t'écoute RuPaul's Drag Race? Non, je sais pas pourquoi ça me rejoint pas, la drague. C'est comme... tu sais, je pense que... Je sais pas, c'est trop dans les apparences, puis dans le... Ça me rejoint moins. Je comprends. Mais tout ça, c'est juste pour donner les mentions honorables. Ça me rejoint moins que les couples super hétéros d'occupation double, tu crois? Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. Je comprends. L'autre fois, ça me faisait rire. J'étais après un show, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, j'écoute pas L'île de l'amour, c'est trop superficiel. J'écoute OD. J'ai comme mais je comprends son point de vue. OD, c'est quand même plus intellectuel que L'île de l'amour, je pense. J'ai pas écouté L'île de l'amour, fait que je peux pas savoir, mais ça me faisait quand même un peu rire. Il y a plus de profondeur dans OD. OK, bon, mais tu vois, on lui accorde raison. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais... La question, en fait, pourquoi je te demande ça, RuPaul, c'est juste parce que c'est lui qui pose cette question-là, mais il l'a pas inventé. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Judith si tu la rencontrais? OK. Crois en toi. Fais tes choses de ta façon. Ça revient avec ton secret du bonheur, là. Arrête de penser à qu'est-ce que les autres vont penser, puis qu'est-ce que les autres... comment les autres vont percevoir ça. Fais ce que toi tu as à faire, puis selon tes valeurs, puis c'est ça qui est le plus important. Très bon. Ça cogne chez vous en ce moment. On sent un petit jappement? Ah oui, tu vois? La preuve. Un petit jappement. Bon, yes, mon colis, Amazon, parfait, super. Bravo pour ça. Ça a été quoi ta découverte cette année? Ma découverte cette année, je peux prendre des décisions. C'est tellement complexe parce que c'est vraiment un processus que j'ai vécu justement dans tout mon processus de réflexion, de démarche thérapeutique sur vivre dans le regard des autres, puis avoir peur de décevoir. Puis, mettons, je te donne un exemple, là, ma page couverture de mon livre. On dirait que je prends tous les prétextes pour plugger mon livre. Mais c'est correct, tant mieux. C'est mon amie Mathilde qui l'a faite, puis sa première illustration, c'est mon amie qui est bonne en dessin, qui a un regard critique sur le visuel, tout ce qui est art, tout ça. Fait que, moi, je suis qui pour lui dire que sa première illustration, c'est ça, mais il me semble qu'il y aurait quelque chose. Puis moi, j'avais peur que si je lui disais le fond de ma pensée, premièrement, que j'avais pas la crédibilité pour le faire, parce qu'elle est bien meilleure que moi en visuel,
Puis c'est mon amie, je vais lui faire de la peine, je vais la décevoir. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, ouais, mais c'est la couverture de ton livre, tu sais, c'est la couverture de... Puis elle a aussi fait le logo de mon cabaret des sorcières, tu sais, puis du balado, Les sorcières. Puis j'étais comme... À un moment donné, elle me l'a dit, tu sais, je prendrais pas ça mal là, si t'aimes pas les couleurs ou si t'aimes pas... Puis finalement, le logo des sorcières, on l'a travaillé ensemble, on a travaillé les couleurs. Tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, je comprends pourquoi tu as mis du jaune un peu merde, parce que c'est comme à la mode en ce moment, puis dans ton œil de designer, c'est cool, mais j'étais un peu plus conservatrice que toi, puis je trouve que c'est pas assez lumineux, puis je mettrais un jaune un petit peu plus pétant, puis elle était comme, ben oui, c'est ton logo, c'est sûr, tu sais, puis elle dit, j'essaie toujours de mettre une couleur un petit peu fancy puis audacieuse, mais ça passe jamais, là, mes clients, ils veulent jamais, tu sais, puis je te juge pas, là, je comprends ça, tu sais, puis j'étais comme, ah ouais, OK, tu sais, puis quand on a travaillé l'illustration de la couverture, on a travaillé ensemble, puis j'ai donné un petit peu des... On s'est renvoyé la balle, tu sais, j'ai posé des questions, j'étais comme, OK, mais tu sais, mettons ça pourrait être ça, non, puis on a travaillé en collaboration comme ça, puis ça a été vraiment positif. Bref, la chose que j'ai comme apprise cette année, c'est que je peux demander ce que je veux. C'est con, là, mais... Ouais, mais ça t'appartient. Ça m'a résonné parce que moi, je me suis fait faire un nouveau tatou cette année, puis j'étais gêné de dire à la tatoueuse, « Hey, j'aime pas ça, le dessin que t'as fait. » Ah ouais, mais faudrait que j'en prenne un autre. Puis là, j'y ai juste dit, hey, tu sais, c'est fondamental. Ça va se retrouver. Ça va sur ton corps, là, c'est ton. Oui. Elle dit, ben oui, fait que là, elle me l'a refait. Elle me l'a renvoyé. Je dis, ah, mais je serais peut-être ça. Puis là, finalement, puis elle me l'a imprimé. Puis elle a fait, elle dit, j'ai l'impression, j'ai dit, t'as raison. Puis elle dit, ça me dérange pas. On l'a réimprimé 4-5 fois avant qu'elle le tatoue. Tu sais, elle a fait comme on l'a essayé. Puis elle a vraiment été sweet, puis vraiment calme. Puis c'est satisfaisant après ça quand tu réalises que tout le monde est content du résultat, puis la personne, elle sait bien plus que ce qu'elle a fait, c'est bien, puis que sa personne est satisfaite. Puis tu sais, moi, ça a été flagrant cette année dans ma vie parce que je produis le cabaret des sorcières, puis le balado qui va avec, puis tu sais, c'est comme dans une certaine mesure, je suis devenue productrice, fait que j'ai eu comme 1000 décisions à prendre. Puis moi, dans ma vie, normalement, je suis comme, ben oui, ça c'est cool, OK, ça c'est cool, c'est toi qui sais. Mais là, les gens, ils étaient comme, non, c'est ton projet, là, fais, tu sais, dis-moi ce que tu veux, tu sais. Le générique d'ouverture, tu le trouves pas bon, mais on va le changer, tu sais. Puis j'étais comme, OK, tu sais, ouais, j'avoue. J'ai comme appris à prendre des décisions cette année. Ouais. Quitte à décevoir, quitte à whatever, tu sais. Ouais. Très cool. Et la dernière question, elle vient de mon invité d'avant. Ouais. Tu auras également une question à poser. Attends un petit peu. Là. C'est Christine Morancy qui demande, Judith, si tu veux choisir un sujet qui ne te fâche plus à partir d'aujourd'hui, ça serait lequel? Ah, parce qu'elle trouve que je suis tout le temps fâchée, hein? Ça m'a fait rire. Elle dit à Nilith beaucoup. Puis tantôt, tu as parlé en disant j'haïs ça, le monde qui va. Mais tu vois, c'est là, moi, je trouve que l'équilibre se fait quand même. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait comme ah, ce sujet-là, peut-être que. Y a-tu quelque chose que tu vois, tu fais. Mais ça dépend. Est-ce que je voudrais qu'il me fâche plus parce qu'on l'aurait réglé ou je lâcherais prise, mettons? Ah, mais là, ça t'appartient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que, tu sais, j'aimerais ça arrêter de me fâcher, mettons, contre l'homophobie. Ouais. Mais ça serait pas parce qu'il y en aurait plus. Ça serait parce qu'il y en a encore, tu sais. Ouais. Mais j'aimerais ça arrêter de me fâcher contre l'homophobie parce qu'il y en aurait plus, mettons. Ouais. Mais, j'aime ça. C'est une bonne réponse. Mais est-ce que c'est ce qui me fâche le plus souvent? Ouais, en fait, mettons, on fait une sous-question. Qu'est-ce qui te fâche le plus souvent? Est-ce qu'il y en a un qui se fait comme ça? On dirait que c'est pas sitôt que ça va se régler puis que ça me fâche. Je pense la façon que... Puis je dis fâché, mais que ça t'atteint pas. Tu sais, on dit ça, que c'est pas tant de la colère que tu fais comme c'est inacceptable là, ou que ça peut te fâcher aussi. Mais... Ah, il y a tellement de choses qui me fâchent encore. Arrête de dire que je suis fâchée. On dirait que tu es posé parce que l'affaire, c'est. Mettons, moi, j'ai jamais considéré en te connaissant sur le plateau, j'ai jamais vu, je vois pas la petite colérique là, qui devient rouge en se fâchant en tapant du poing. On dirait que tout est expliqué, ou en tout cas.
Je sais pas trop, là, mais... C'est tout l'art de la nuance puis de connaître quelqu'un. C'est sûr que de l'extérieur, les gens ont une vision différente parce que chaque fois qu'ils entendent parler de moi, c'est parce que j'ai un bémol. C'est parce que j'ai une critique à faire, tu sais. Mais viens me voir en spectacle, tu vas voir, on est crampés, tu sais. Puis écoute mon balado, tu vas voir tu sais, c'est bien relax notre affaire, tu sais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de sources de colère, mais c'est parce que je trouve que... Est-ce que vous trouvez, vous, que le monde est parfait en ce moment? Est-ce que vous trouvez que tout est idéal, là, puis qu'on devrait... Ah, je sais, un sujet que j'aimerais ne plus me fâcher, là, c'est j'aimerais ça, arrêter de me fâcher contre le gouvernement qui ne reconnaît pas le racisme systémique. Reconnaissez-le donc, esti, qu'on arrête d'être fâché tout le monde. Puis c'est si simple. Ça réglerait tellement de questions. Puis au lieu de parce que je sais pourquoi ils ne reconnaissent pas le racisme systémique, c'est parce qu'ils pensent que ça va leur faire perdre des votes de gens qui prennent ça personnel, se faire accuser je dis se faire accuser, mais de reconnaître qu'il y a du racisme systémique au Québec. Mais si au lieu de ça, le gouvernement prenait le temps d'expliquer, ça ne veut pas dire que tout le monde est raciste au Québec, ça veut dire qu'on a encore des croûtes à manger parce que le système est fait de telle sorte que les inégalités se reproduisent. Là, c'est compliqué, là, mais... Ouais, mais c'est bien dit. Si c'était expliqué de manière calme par le gouvernement, ils ne perdraient pas des votes. C'est juste qu'ils continuent à mettre de l'huile sur le feu. Fait que ça je comprends. Rien. Je comprends. Hey, j'ai oublié, je pense, j'ai skippé une rafale, je te la fais. Vas-y. Rosemée Automne-Témorin ou Lily Boisvert? Tu me demandes entre deux rousses laquelle je préfère. Mais c'est parce que je sais que Yann Bilodeau me serait revenu en me disant tu avais oublié une question. C'est parce que ça changeait de page, je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas lu. J'ai pas le choix de te dire que, tu sais, Lily Boisvert, ce qu'on a vécu ensemble, tu sais, j'aime beaucoup Rosémie, puis je lui ai même vendu ma maison. Mais regarde, quand elle pose des photos sur Instagram de chez elle, je suis comme c'est chez... Ah non. C'est chez nous, c'est chez eux maintenant, ouais. Mais c'est ça, ce que j'ai vécu avec Lily Boisvert dans les brutes, ça sera jamais... ça va être difficile à égaler au niveau de la profondeur de la relation, c'est sûr. Parfait. Mais j'aimerais ça faire un projet avec Rosémie dans lequel on vivrait une aussi grande intensité, puis les gens penseraient autant que c'est ma blonde. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Et maintenant, c'est à ton tour de poser une question à mon prochain invité, qui sera nul autre que Pierre-Luc Funk. Pourquoi aimes-tu autant te déguiser en fille? Je sais qu'il aime ça. Je le vois, c'est ton plaisir dans ses yeux quand il est déguisé en marimé ou en... Je vois qu'il prend vraiment beaucoup de plaisir, puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça lui fait de... Procure. Ouais. Ah, donc, mon Dieu, c'est une bonne question. Puis j'aime ça quand il fait ça, là, c'est pas un jugement, là. Fait que je voudrais savoir qu'est-ce que ça lui fait à lui, qu'est-ce que ça lui apporte. J'ai hâte de voir l'effet de surprise de cette question-là quand il va faire « Hein? Attends un peu! » Je me déguise pas toujours. Non, il n'est pas de même, Pierre-Luc, je pense qu'il va bien le prendre. Oui. Hey, Judith, c'était un immense plaisir. Merci pour la discussion de 1h42 et 14 secondes. Je te laisse aller, on va se le dire. Hey, en fait, ben, tu sais quoi? Le dernier truc, je finis toujours avec ça. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais plugger avant que je parte le générique? Ben, comme si je n'avais pas assez plugué mon livre déjà annulé qui est dans toutes les bonnes librairies. Mais sinon, allez écouter mon balado Les Sorcières parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire d'authentique puis tu sais, en même temps, c'est super casual, relax. On est 4 filles autour de la table, on essaie d'avoir du fun puis en même temps d'avoir des réflexions sur des sujets qui nous habitent. On essaie de refaire le monde un petit peu. Fait que le premier épisode est avec Safia Nolin puis j'ai vraiment eu du fun à faire ça. Puis j'espère que les gens vont l'écouter. Parfait. Sur toutes les plateformes? Sur toutes les plateformes. Parfait. J'ai dit sur toutes les plateformes. Tu l'as bien redit en disant sur toutes les plateformes. Merci pour ça. Les plateformes. Merci de ton temps, Judith. Salut Pinot, c'était le fun. Grand plaisir. Ciao!